Nous allons apporter notre pierre à l'édifice de quelque chose que nous voulons voir sortir de terre, des bâtisses, des bâtiments. Et fort souvent, lorsqu'on parle de construire, d'ailleurs ne dit-on pas se construire, tellement on est focalisé sur ce que l'on veut voir sortir de terre pour soi-même, pour sa maison, on en oublie presque ce qui procède de notre responsabilité individuelle en tant que citoyen du monde, citoyen d'Afrique. On en oublie que cela nous incombe de participer à faire une Afrique plus belle. Parce qu'en effet, nos maisons individuelles, nos immeubles et toutes sortes de bâtisses procèdent de l'architecture urbaine, procèdent de l'image de l'Afrique, procèdent même aussi de considération du développement durable. En tout cas, tout ce que nous voudrions voir et que souvent, confessons-le, nous voyons ailleurs et nous disons « Ah, les autres, ils ont fait ceci ». Ainsi donc, ce rendez-vous est important. Ce n'est pas un rendez-vous de plus. Il y en a beaucoup sur la base parisienne. Mais ici, aujourd'hui et demain et désormais, les choses seront tout autres. Tout autres avec la fierté que d'ores et déjà, parce que vous avez pris la peine, chacun, de venir, d'être présent, la responsabilité de pouvoir faire quelque chose ensemble. Faire quelque chose ensemble sans montrer du doigt qui que ce soit, parce qu'on voudrait tant que ce soit de la faute à autrui. Mais il n'en est pas ainsi. Les générations qui viendront devront pouvoir dire, comme nous aujourd'hui nous disons, lorsqu'il nous est compté dans un tout autre registre, le premier festival des Arts Nègres, on entend parler des Sangor et les autres, on se dit ils ont fait de grandes choses. Et bien nous aujourd'hui, il nous est donné de pouvoir, de devoir faire de tout aussi grandes choses. Et je voudrais croire que même si vous êtes venus en vous sentant un tout petit peu dans le syndrome de l'imposteur, ah oui mais moi l'immobilier, je ne m'y connais pas nécessairement, ah oui mais moi je ne sais pas comment faire, mais justement, dans les séquences qui vont suivre, qui vont se dérouler au cours de cette journée et demain aussi, il nous sera donné de pouvoir savoir comment faire, de comprendre surtout que c'est ensemble que nous sommes forts, parce que chacun, avec son expérience, son expertise surtout, pourra accompagner les autres et chacun finalement est légitime. Et puis surtout, peut-être cesserions-nous de concevoir, penser cette maison, ce patrimoine à l'aune de notre propre désir seulement. Peut-être commencerons-nous enfin à considérer que l'initiative individuelle, donc de chacun, participe du mieux-être, du bien-être de tous et de toutes. Ainsi, l'Afrique sera autrement plus belle encore et ce sera avec nous. Je voudrais donc, pour ne pas vous faire languir plus que cela, vous donner l'opportunité ici d'écouter, d'entendre l'initiateur de celui par qui ce qui se fait aujourd'hui arrive. Et pour beaucoup, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pardonnez-moi donc peut-être d'être redondante, de vous le présenter succinctement pour dire que le docteur Eli Kamge, car il s'agit de lui, docteur dans sa vie professionnelle, dentiste, chirurgien dentiste précisément, encore que là déjà on peut voir que s'il veut nous redonner le sourire avec la plus belle des dentitions, que ce ne soit pas seulement pour la façade, mais que véritablement nous ayons au cœur aussi cette joie, que nous puissions ne plus rire jaune, mais rire vraiment, sourire de ce qu'il aura fait de nous des personnes belles par notre dentition, mais il nous accompagne au-delà parce que, à son actif, pour ne citer que quelques points, il est à l'initiative du Club Efficience. Et beaucoup, bien évidemment, connaissent le Club Efficience, d'aucuns vont le découvrir ou le redécouvrir, notamment au travers de cet angle-ci. Tout à l'heure, je disais qu'on parlait en d'autres temps du premier festival des Arts Nègres. Il y a une communauté qui est la nôtre. Et il a à son actif, Eli Kamge, donc le président du Club Efficience, d'avoir rassemblé, je l'appelle en d'autres circonstances le chef de village, parce que pour rassembler, il faut vraiment vouloir d'abord et puis pouvoir. Bien évidemment, il n'y travaille pas tout seul, il est très bien accompagné et il aura l'occasion mieux que moi de le dire ici. Mais cette initiative, donc je le disais,
nous donne de comprendre que chacun d'entre nous est la solution à quelque chose quelque part. Et quand le quelque part est si loin de notre terre d'origine, on pourrait croire que c'est une équation impossible. Et pourtant, nous sommes là. Et pourtant, cette première rencontre autour de l'immobilier africain à Paris va prendre toute son ampleur et il viendra donc nous dire comment et pourquoi. Et puis le cœur d'efficience, je voudrais vous laisser pour ne pas vous faire languir, a bien évidemment fait des petits qui ont fait des petits, EFI Market, et j'en oublie. Quoi qu'il en soit, je vous demande, si vous le voulez bien, de lui réserver le meilleur des accueils pour son propos introductif. Merci, mesdames et messieurs, de bien vouloir accueillir le docteur Il Kamge. Merci à tous. Merci Paris. Merci à la diaspora. Merci à nos représentations diplomatiques. Je suis Eli Kamge, comme l'a bien dit, président d'Efficience. Efficience est 19 ans. 19 ans de travail auprès de ces diasporas, surtout dans tout ce qui est économie. Efficience ne fait pas tout ce qui est croix-cyclique humanitaire. On est vraiment focalisé sur la problématique économique et voir comment trouver des solutions, identifier les problématiques économiques des diasporas, trouver des solutions et voir comment les implémenter. Et c'est le travail que nous faisons depuis 19 ans. Nous avons commencé dans une première d'efficience à travailler sur la mise en lumière des parcours de réussite des diasporas. Pourquoi? Parce que nous avons des rôles modèles et nos enfants s'identifient à des rôles modèles. Nous sommes dans une société qui se reproduit par mimétisme et les gens font ce qu'ils voient faire. Quand ils ne le voient pas, ils ont l'impression que ça n'existe pas. Et nous portons ce modèle en nous. Après cette première phase d'émission, nous sommes entrés dans le secteur entrepreneurial. Comment faire en sorte que les diasporas s'ancrent économiquement dans nos pays d'accueil pour mieux aider nos pays d'origine à travers 3 vecteurs. Le vecteur transfert de compétences. Vous êtes tous des parcours d'excellence. Vous avez acquis une expérience énorme. Aujourd'hui, le continent a besoin de vos savoirs. Il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir transférer ces compétences sur le continent. Deuxième transfert, c'est les transferts de services. La plupart de nous, surtout les jeunes, sont aguerris aux nouvelles technologies et maîtrisent bien ces services. Et notre continent, vous allez mieux avec votre double culture de savoir la technologie qui est mieux adaptée à nos réalités. Aujourd'hui, on attend de nous que vous puissiez transférer ces services dans nos différents pays. Le dernier, c'est le transfert d'argent. Les diasporas brillent par les transferts d'argent. Jadis, on nous considérait comme des fuites de cerveau. Aujourd'hui, les diasporas sont considérés comme des vecteurs économiques sur tout le continent africain. Savez-vous que nous transférons aujourd'hui près de 100 milliards de dollars sur le continent? Que par des transferts formels. On ne parle pas des transferts non formels. 100 milliards avec quasiment 90%, disons 80-85%, qui va en aide aux familles. C'est très bien. Mais cet argent qui va en aide aux familles n'est pas productif. Ne génère pas de la richesse dans nos pays. Permet à nos familles de bien vivre, certes, mais ne permet pas de générer de la richesse, de transformer notre économie, de faire en sorte qu'on puisse élever notre niveau de développement. 15% de cette masse d'argent va dans l'immobilier. 15%. 5% va dans les soins de santé. Nous avons fait une enquête auprès des diasporas et aujourd'hui, près de 76% des diasporas souhaiteraient investir dans l'immobilier. Et comment on en est arrêté là? Les diasporas, et puis la nuit des temps, qu'on est parti du continent, chacun rêve d'avoir un toit, d'avoir une maison au village, dans son pays d'origine. Et quand je dis rêver d'avoir un toit dans son pays d'origine, là je parle de la première génération des diasporas. Aujourd'hui, la deuxième génération, les deuxième et les troisième générations qui sont nées en Europe, eux, ils sont beaucoup plus panafricanistes, c'est-à-dire qu'ils revendiquent plus l'africanité que leurs parents de première génération. Ils ont un pouvoir d'achat plus élevé que leurs parents. Leurs parents étaient ouvriers. Les deuxième, troisième générations sont plus des cadres. Et cette deuxième, troisième génération est plus panafricaniste que leurs parents.
Les premières générations pensent investir dans leur pays d'origine. Les deuxième, troisième générations pensent à l'Afrique tout entière. Ils sont capables d'aller vivre à Dakar, à Douala, à Abidjan, partout, pourvu qu'on structure les moyens pour pouvoir les accueillir. L'erreur de la diaspora, c'est que chacun de nous a une attente. Mais personne n'accepte de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, pour pouvoir structurer cette demande. Et c'est là le véritable problème. Et c'est ainsi que le club Efficience, nous avons identifié donc un certain nombre de problématiques économiques des diasporas. Avec toutes les équipes, nous y travaillons pour apporter des solutions. En octobre dernier, nous avons identifié qu'on avait deux problématiques. Nous consommons des produits africains, mais nous avons des intermédiaires qui vont acheter ces produits à nos parents et viennent nous le vendre 15 fois plus cher. Et on est tous ici à consommer. Je ne suis pas contre les intermédiaires. Mais sauf que nous qui avons ce pouvoir d'achat pour acheter ces produits qui sont les produits cultivés par nos parents, on peut développer un mécanisme qui nous permet d'acheter ces produits et permettre à nos parents de mieux vivre. C'est ainsi que nous avons développé la plateforme EFImarket. EFImarket pour permettre à tous ceux qui produisent au sein de la diaspora d'avoir une plateforme. Pour ne pas citer, on dit Amazon de la diaspora, pour que vous compreniez rapidement. Donc, si vous voulez encourager cette économie circulaire de la diaspora, quand vous voulez acheter un produit à faux, pensez EFImarket. Ce n'est que comme ça qu'on pourrait vous aider à mieux nous aider. Et ensemble, on avancera. La deuxième problématique que nous avons remontée lors de cette étude, c'est l'immobilier. Les testeurs nous a dit qu'il y a une problématique au niveau de l'immobilier. Et on a relevé 4 défis. De cette enquête, le premier défi, c'est la sécurisation du foncier. Ils nous ont tous dit, dans la plupart de nos pays, quand vous achetez le terrain, on vous le vend à plusieurs personnes ou on n'a jamais eu de titre foncier. Deuxième problème, avoir un constructeur et un promoteur agréé. Monsieur Sangaré, je vous remercie, le président, le promoteur de l'Afrique de l'Ouest, pas seulement de la Côte d'Ivoire, qui est présent, qui pourra, dans un des panels, répondre à cette problématique. Donc aujourd'hui, vous voulez construire, vous avez un terrain, soit vous l'avez acheté, soit c'est un terrain familial. Mais comment vous trouvez le promoteur ou le constructeur agréé qui va conduire votre projet jusqu'au bout? C'est l'une des difficultés de la diaspora. Troisième problématique, le financement. Vous savez que la diaspora, on a ce qu'on appelait chez Efficience la double peine. C'est-à-dire que nos revenus sont domiciliés en Occident. Quand vous voulez construire au pays, les banques de l'Occident vous disent ils ne peuvent pas faire d'hypothèque sur votre projet. Du coup, ils ne peuvent pas vous accompagner. Ils n'ont pas un mécanisme vraiment mis en place pour vous y lancer. Du coup, la diaspora, et merci M. Berni, la diaspora est obligée de faire recours à des prêts à la consommation pour pouvoir essayer d'amorcer une contribution. Et vous savez qu'en France particulièrement, les prêts à la consommation, c'est plafonné autour de 75-80 000 euros. Vous ne pouvez pas faire plus. Donc avec ça, ce montant, il y a des projets que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Bien sûr, si vous voulez qu'on fasse un petit toit au village, une cuisine au village, ça ira suffisamment. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus élaboré dans des grandes villes comme Douala, comme Abidjan, comme Dakar, le foncier est très élevé. Dernière problématique, le financement, on a parlé, et ensuite, il y a les garanties assurantielles. Les diasporas aujourd'hui sont habitués en Occident quand ils construisent. La première des garanties, c'est la garantie du crédit. Vous prenez un prêt, la banque vous oblige d'avoir une assurance qui vous garantit, c'est-à-dire contre les incidents de la vie de tous les jours. Ça peut être la maladie, ça peut être les handicaps, ça peut être le décès. Et de sorte que, si vous n'arrivez pas à rembourser votre prêt à cause d'un aléa de la vie, naturellement, les assurances prennent le relais et remboursent votre crédit. Deuxième type de crédit, la garantie de bonne fin de chantier. Vous commencez votre projet, vous avez un bon constructeur, malheureusement le constructeur fait faillite. Le projet s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas de votre faute. Mais il a pris de l'argent, il est parti et il a fait faillite. Dans ce cas, la garantie de bonne fin de chantier prend un entrepreneur qui construit, qui continue votre chantier et vous le livre, ce n'est pas de votre faute. Dernière garantie décennale. Cette garantie vous permet, à la livraison de votre chantier,
de votre construction. Vous avez la maison, mais il y a des vices cachés. Vous ne pouvez pas voir le premier jour, le premier mois. Il faut un certain nombre de temps. Au bout de 2 ans, 3 ans dans la maison, vous vous rendez compte qu'il y a des vices qui étaient cachés. Donc vous faites recours à la banque, à l'assurance, et l'assurance vous trouve une entreprise pour pouvoir réparer. C'est quoi, vous ne parlez que de ces 3 garanties essentielles. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas dans la relation que développe la diaspora avec les projets sur le continent. Mesdames, Messieurs, les dirigeants, les DG et autres, voilà aujourd'hui les attentes de la diaspora. Comment pouvons-nous faire? On avait la possibilité soit de dire chacun de la diaspora va aller dans son pays et se renseigner, ou de faire venir tous les acteurs incontournables des différents pays et de pouvoir les recevoir à Paris. Et c'est ce que l'efficience a décidé de faire. Et voilà, on est là aujourd'hui, 28, 29, nous avons 2 jours. Vous avez tous ces acteurs incontournables de l'échelle immobilier. Vous aurez le temps d'échanger, de poser vos questions, de pouvoir ficeler votre projet. Et la différence entre le SIAP et les autres salons qui se font sur Paris aujourd'hui, c'est que, on a décidé de ne plus cloisonner la diaspora dans un pays. Très souvent, les salons immobiliers que nous faisons, c'est plus orienté soit sur le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Non, cette diaspora de 2e, 3e génération veut investir partout en Afrique. Donc nous avons décidé, dans la première édition, de faire venir, nous avons invité 12 pays. Pourquoi les 12? Parce que ces 12 pays constituent la majeure partie des diasporas francophones qui vivent magiquement en Europe. Sur les 12 pays, nous avons 8 qui sont représentés ici, une très bonne moyenne. Donc ceci nous permet d'avoir aujourd'hui ce salon et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce salon. Merci encore. Merci, Monsieur le Président du Club Efficience. Ladies and gentlemen, of course we are here in Paris, we are in France. But if there is anyone around whose French is not the first language, make sure that you get closer to the organization so that we can give you a little wrap-up of what is being said here today. Nous allons donc à présent rentrer dans une toute autre séquence, puisqu'il nous est donné d'accorder la parole et normalement il est choix à Monsieur le Président de le faire, mais oui, c'était quand même mieux, voilà, à qui de droit, de pouvoir inviter qui de droit aussi pour son propos. Je vous remercie. Désolé, Laetitia. Ok. Quand nous avons eu l'idée de faire ce projet, naturellement, nous avons rencontré nos 12 représentations diplomatiques à Paris. On a demandé l'audience, on a rencontré chacun d'entre eux. Beaucoup, c'est compliqué, beaucoup ont des emplois de temps énormes. Et je suis ravi aujourd'hui d'avoir ceux les téméraires et les meilleurs qui ont accepté d'être là et de nous accompagner. Je vais demander au ministre conseiller de l'ambassade du Congo de bien vouloir de dire un petit mot. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre conseiller, mesdames, messieurs, en vos rangs, qualités et fonctions, je suis Armand Rémy Balo Tabaoué, ministre conseiller à l'ambassade de la République du Congo en France. Monsieur le président du club Efficience, je voudrais citer un écrivain africain, Amadou Ampateba, qui a écrit dans son livre « L'étrange destin de Vanka ». Je cite: quelle que soit la valeur du présent faite à un homme, il n'y a qu'un seul mot que l'on peut utiliser pour traduire sa reconnaissance envers cette personne. Et ce mot, c'est merci. Je voulais faire miel ces paroles de Amadou Patepa pour vous dire, Monsieur le Président, merci de cette invitation pour venir assister à ce salon immobilier africain à Cap. Mesdames, Messieurs, l'ambassade du Congo en France, les portes sont ouvertes pour vous guider, pour les informations nécessaires sur l'immobilier, sur l'investissement au Congo. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, à se rapprocher de nous, et nous sommes disposés à vous accompagner. Sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie de cette invitation. Merci de le discuter, restez avec vous. Je vais inviter
le consul général de l'ambassade de Côte d'Ivoire, M. Issek Konaté. Merci, Excellence. Vous êtes parti d'Abidjan hier soir pour honorer votre Merci, Excellence. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais modestement, en tout cas pour la représentation de la Côte d'Ivoire à cet important événement, vous assurer de notre soutien et surtout de notre accompagnement de la diaspora. Il y a un élément fondamental que nous aimons dans le projet qui nous a été présenté, c'est le fait de dire qu'on ne refuse de cloisonner la diaspora. Et c'est le message que nous, en Côte d'Ivoire, on a eu cesse de passer. C'est un message important. Lorsqu'on parle à la diaspora, nous avons toujours dit à la diaspora de sortir de l'obsession de l'investissement du pays d'origine. Oui, c'est très bien de venir du Cameroun, de venir de la Côte d'Ivoire, de venir du Congo et de vouloir investir dans nos pays respectifs. Cela est tout à fait noble. Mais souvent, et bien souvent, nos projets d'investissement peuvent ne pas avoir l'écho que vous aurez souhaité dans le pays d'origine, parce qu'il peut ne pas être intéressant dans le pays d'origine et peut être beaucoup plus intéressant dans un autre pays. Donc, il faut s'ouvrir, il faut oser l'Afrique, refuser le cloisonnement et puis sortir, découvrir le continent africain. Aller là où l'Afrique vous appelle, partout d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour cela que pour l'Union africaine, lorsque vous habitez sur le continent africain, ils ne vous considèrent pas comme étant membre de la diaspora parce qu'ils estiment que l'Afrique est un grand bloc. C'est un bloc que nous devons assumer. Ceci étant dit, il est important quand même que nous passions un message en ce qui concerne les promoteurs immobiliers. Parce que dans cette même salle, ici en 2014, la Côte d'Ivoire a organisé un salon d'immobilier. Autour de ce salon d'immobilier, oui, il y a eu des retombées incroyables, très intéressantes pour cet événement, ce salon. Mais derrière, par moment, il y a eu des difficultés quant au suivi de ces différents investissements de la diaspora. Donc, c'est important de lancer cet appel aussi aux promoteurs. La diaspora, si elle vous fait confiance, elle vous confie son argent, elle vous confie son projet, vous avez le devoir du retour régulier, d'établir la communication, de ne jamais rompre la communication. Et parce que c'est dans la construction de la confiance qu'aussi on développe nos États. C'est un élément important que je voulais passer, c'est un message important que je voulais passer. Pour la Côte d'Ivoire, je voulais vous dire que nos besoins en logement, c'est plus de 500 000 logements par an dont on a besoin, avec une évolution de près de 40 000 logements par an, c'est énorme. Et le gouvernement a énormément fait, mais on a besoin de continuer sur la même cadence pour pouvoir atteindre les différents résultats que nous souhaitons. Donc je voulais en tout cas féliciter le président, féliciter le Club Efficience pour l'opportunité qu'il nous donne et dire que l'Afrique, c'est vraiment le continent de l'avenir. Il n'y a eu aucun doute sur cela. L'Afrique n'a aucun complexe à se faire. Et moi, j'insiste sur cela dans tous les événements auxquels je participe. Et j'ai fini en vous disant, quand on va aller copier quelques-uns de mes propos en mer, vous avez toujours ceux qui passent leur temps à commenter négativement ce que les autorités des pays prennent le temps de y faire. Sortons des critiques faciles, systématiques de nos États. Oui, nous avons nos imperfections. Oui, les autres aussi ont leurs imperfections. C'est ensemble qu'on construit les pays. Ce n'est pas dans les critiques systématiques, bien souvent, qui n'apportent pas grand-chose. Mais on peut améliorer ce qui s'est fait en Afrique. Nous, on est ouvert à ce que vous continuiez de rester sur notre continent. On est ouvert à ce que vous continuiez de venir vers nous. Mais en tout cas, nous, pour notre part, nous allons vous accueillir les bras ouverts à condition que vous ne manquez jamais d'humilité. Parce que c'est le fondement de tout ce qui se fait sur le continent africain, parce que nous, on tient au respect de la hiérarchie. En vous disant en tout cas merci et merci au Club Efficience, merci à l'ambassadeur pour sa présence ici. Je le vois dans tous les événements, je voudrais vraiment le remercier. C'est très important. Merci. Merci, Excellence. Merci. Je vais inviter l'ambassadeur du Cameroun, qui nous a fait l'honneur d'être là présent aujourd'hui. Monsieur Merli Sekoumo, je vous appelle, qu'on pourrait dire un petit mot de bienvenue.
Alors, Monsieur le Président, Monsieur le ministre conseiller, Monsieur le consul général, Mesdames et Messieurs, je me réjouis des signes honneurs qui m'est fait de prendre la parole à l'ouverture de ce salon de l'immobilier à Paris, qui nous réunit aujourd'hui. Le présent salon, pour lequel nous félicitons les initiateurs et organisateurs, se veut une plateforme privilégiée pour la recherche et l'implémentation des solutions concrètes aux attentes des diasporas africaines en matière d'immobilier. C'est dire qu'il s'agit là, pour nous en féliciter, d'un cadre approprié, indiqué, qui permet à la diaspora africaine et à nos partenaires d'explorer les opportunités d'investissement, de favoriser et décrocher des partenariats stratégiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, les politiques urbaines menées dans les pays du Sud et particulièrement au Cameroun, que je connais mieux, n'ont pas toujours atteint les objectifs escomptés, du moins en ce qui concerne le triple objectif relatif à la maîtrise de la croissance urbaine, la promotion des logements accessibles au plus grand nombre et la satisfaction des besoins essentiels en matière d'équipement et de services publics. On constate encore avec amertume que la ville africaine reste caractérisée par la présence juxtaposée des extrêmes en quartiers administratifs, commerciaux ou résidentiels de luxe ou de moyens standards qui constituent des îlots privilégiés, entourés à l'inverse par des quartiers populaires anciens, sus-densifiés, ainsi que par des bidonvilles intra-urbains occupant de vastes zones d'habitat irrégulier. Mener une réflexion sur l'habitat et l'immobilier en Afrique est donc une problématique fortement interpellatrice et un défi majeur au nombre de gouvernements des pays en voie de développement qui, en s'attelant à en faire de ces sujets une priorité pour leur marche vers la modernité, trouvent en cette initiative du club Efficience une contribution stratégique et salutaire dans la recherche des voies et moyens à même d'atteindre leurs objectifs avec le concours des diasporas africaines. Pendant longtemps, surtout au courant des années 1990, la production de logements a surtout été le fait d'initiatives individuelles. Depuis la fin des années 2000, on assiste à une reprise des politiques publiques de logement dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est ainsi que le gouvernement camerounais a annoncé en 2009 le lancement d'un programme public de construction de 10 000 logements dits sociaux et de 50 000 parcelles aménagées. Dans le même temps, des réformes ouvrent l'exercice de l'activité immobilière aux acteurs privés aux initiatives marchandes. Le Cameroun a, à cet effet, adopté des procédures visant au retour de l'action publique qui donnent à voir, d'une part, l'adoption d'un fonctionnement entrepreneurial fidèle aux normes du nouveau management public par les institutions paritatiques de mobiliser, et d'autre part, la construction d'un cadre législatif et institutionnel destiné à l'encadrement d'un marché immobilier. L'État camerounais et ses institutions soutiennent désormais activement un renforcement de l'offre s'appuyant sur un cadre législatif institutionnel contribuant à une dynamique de professionnalisation des acteurs de la production du logement. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, l'immobilier est une grande valeur à l'échelle de tout pays pour chacune de nos nations. Il occupe une place névralgique dans la dynamique de développement des États. Investir dans l'immobilier, c'est contribuer de manière directe et indirecte à l'économie, principalement dans l'échelle de valeur économique du logement, qui vont de pair, bien sûr, avec le management de la problématique majeure spécifique de la vie de nos sociétés qu'est la question foncière. Cette dernière, dont la sensibilité et la complexité justifient la présence parmi nous d'experts, spécialistes en clientèle privée et autres officiels de nos gouvernements et collectivités territoriales décentralisées,
permettra sans doute de mieux éclairer la diaspora sur les préalables et exigences procédurales dont la maîtrise conditionne les investissements contrôlés et sans risque. Mesdames et messieurs, investir dans l'immobilier, ce n'est pas seulement acheter un bien pour en tirer un revenu, c'est une décision de long terme qui offre de la stabilité face aux marchés financiers volatiles et au modèle économique en pleine mutation. L'immobilier reste une valeur refuge, mais aussi un levier pour construire sa liberté, anticiper l'avenir et protéger ses proches. Plus qu'un placement, l'immobilier est une stratégie de vie et d'avenir. L'immobilier locatif est une source de revenus qui peut offrir une grande indépendance financière. En devenant propriétaire d'un bien à louer, vous pouvez générer des loyers réguliers pour couvrir vos mensualités de crédit. À long terme, ce flux de revenus vous assure une sécurité financière pour préparer votre retraite et vous offrir une véritable indépendance financière. Chers compatriotes, chers amis de la diaspora africaine, investir dans l'immobilier permet également de diversifier ses sources de revenus et de se constituer un patrimoine tangible. Ce type d'investissement est particulièrement adapté aux personnes cherchant à se libérer des fluctuations économiques des marchés financiers. À cet égard, je vous exhorte à accompagner nos pays à la conception et à la construction des villes modernes et viables qui nous permettraient de nous assurer de répondre aux attentes de ceux qui sont restés au pays, mais aussi de nous rassurer que nous arrimons aux normes nouvelles de construction que vous offrent ces pays qui vous accueillent et à partir desquels il est de votre devoir de ramener vers vos terroirs d'origine et dans l'Afrique tout entière, comme l'a souligné le président, les acquis de la modernité infrastructurelle. C'est ensemble, main dans la main, que nous relèverons ces défis qui interpellent nos gouvernements et dans lesquels vous, membres de la diaspora et autres partenaires, êtes invités pour bâtir et ancrer nos pays sur la voie de l'innovation et de la modernité en matière de l'immobilier. Vive le Salon de l'immobilier africain à Paris. Je vous remercie. Je déclare donc le salon de l'immobilier africain ouvert. Nous remercions les officiels pour cette ouverture solennelle. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez manqué leur allocution, mais retenez que ces images resteront disponibles pour le plus grand bien de tous. For whoever, once again, who's not speaking French, understand that officials have said that there is no way to be there as a citizen and just complaining. Citizenship is about doing the right thing, and the right thing is a matter of order. If we want to build our own homes, if we want to see our countries, our continent growing, we have to be in order and we have to be able to go to the officials to work together hand in hand. À présent, mesdames et messieurs, nous allons donc commencer par donner la parole à la personne qui va introduire ce qui suivra, c'est-à-dire les panels. Nous avons donc un propos introductif sur le panorama du marché immobilier en Afrique et ce propos-là nous sera apporté par Monsieur René Moutiga, expert en immobilier, directeur de la stratégie et du développement chez IP Immobilier et surtout auteur de 3 allées Vauban, un ouvrage que vous trouverez à l'entrée ou à la sortie de cette salle. Et il compte, ça n'est pas peu que de le dire, parmi les 100 de l'immobilier en France, les 100 personnalités de l'immobilier en France. Pour ne pas vous dire que c'est un point que l'on reconnaît quand on voit la photo des uns et des autres. Et je voudrais donc là vous demander de lui réserver le meilleur des accueils à lui aussi. Il a à son actif d'être enseignant à l'école, à l'ENSMI, qui est l'École nationale supérieure des métiers de l'immobilier, car ce sont de véritables apprentissages. Et certainement, d'aucuns ont fait ces formations ici, ou vous pouvez encore les faire, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Merci donc de bien vouloir recevoir Monsieur
René Woutiga, qui nous vient à la fois du Cameroun, du Congo, et qui est bien évidemment aussi en France. Donc, il a tout ce qu'il faut. C'est du mosaïque à lui tout seul. Merci beaucoup, Lady. Merci pour cette présentation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir autour de ce panel de tous ces gens, les personnalités, monsieur l'ambassadeur, Issélis, le conseiller, monsieur le consul. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur d'être ici avec vous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et surtout, je suis très curieux. Curieux de savoir combien dans cette salle ont déjà dit un jour « je vais investir au pays ». Ah, voilà, exactement. Alors, et maintenant une autre question. Combien l'ont vraiment fait? Il y a beaucoup moins de mains qui se sont levées. Ok. Donc on peut parler franchement maintenant. Parce que entre dire je vais investir et investir vraiment, il y a souvent beaucoup plus qu'un virement, beaucoup plus qu'une signature. Il y a la distance, il y a les doutes, il y a des conseils contradictoires, il y a des urgences fabriquées et parfois il y a cette silencieuse que beaucoup connaissent, la peur de se voir, de se faire avoir. Parce qu'en fait, quand on veut investir, on a cette peur-là. On se dit, on va se faire avoir. Je vais vous raconter une histoire, une vraie histoire. Un client sérieux, structuré, comme beaucoup d'entre nous, prudent même, décide d'investir au pays. Il prend son temps, il échange, il reçoit des photos, des vidéos, il reçoit des assurances, tout semble clair pour lui. Le terrain existe, le dossier semble propre, les interlocuteurs sont confiants. Alors il avance, il paye, il se projette. Et il se voit déjà construire. Et un jour, il décide enfin d'y aller. Et là, il découvre que le terrain n'est pas le sien. À ce moment-là, on n'est plus dans l'immobilier. On est dans la perte. On est dans la perte d'argent, dans la perte de temps. On est dans la perte de la confiance. Et parfois même, on est dans la perte du lien avec le pays d'où on vient. Le vrai drame, ce n'est pas seulement que l'investisseur se trompe. Le vrai drame, c'est qu'après cela, on ne veut plus investir. Et souvent, on convainc d'autres personnes de ne plus investir parce qu'on a eu justement ce drame-là, cette peur-là. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que pour ce salon, le sujet est bien plus grand qu'un simple achat d'un terrain, d'un appartement, d'une maison. Ce dont nous parlons ici, en réalité, c'est la confiance. C'est de ça qu'on a besoin. Et dans l'immobilier, la confiance, ce n'est pas un bonus, c'est la fondation. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller un cran plus loin. Parce que parler d'investissement immobilier au pays, ce n'est pas seulement parler d'un projet individuel. C'est aussi regarder le paysage dans lequel ce projet s'inscrit, c'est comprendre le panorama immobilier africain. Et quand je dis panorama immobilier africain, je parle ici d'une Afrique subsaharienne francophone très concrète. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la Guinée, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Gabon. Et la première chose à dire, c'est celle-ci. Il n'existe pas un marché immobilier africain. Il existe des marchés immobiliers africains. Parce que les rythmes sont différents, les maturités sont différentes. La maturité d'un pays comme la Côte d'Ivoire par rapport au Gabon, c'est différent. Les risques sont différents, les opportunités aussi sont différentes. L'erreur, ce n'est pas d'investir en Afrique. L'erreur, c'est de croire que Dakar, Abidjan, Cotonou, Lomé, Douala, Libreville ou Brazzaville racontent exactement la même histoire. En revanche, ces marchés ont un point commun. La pression urbaine est là. Et je pense que tout ça, vous le savez, on est ici dans un lieu où les gens viennent de différents pays et même si on a tous un peu les mêmes problèmes, on s'aperçoit que finalement, on retrouve les mêmes choses. On est confronté exactement aux mêmes qualités de choses. Alors, moi, je vais vous donner 4 points. 4 points qui me semblent importants, 4 réflexes à voir. Le premier réflexe, c'est ne cherchez pas le projet qui parle le mieux. Cherchez le projet qui répond le mieux. Ça, c'est le premier réflexe que je veux vous donner. Le deuxième, c'est ne collectionnez pas des promesses.
parce qu'on vous promet beaucoup. Ce qu'il vous faut, vous, c'est collectionner des preuves, avoir des preuves de ce qu'on vous dit. Le troisième, c'est ne confondez jamais la pression commerciale et l'urgence réelle. Quand quelqu'un vous dit, il faut signer aujourd'hui, il faut vraiment signer, c'est important. Demandez-vous toujours, mais c'est important pour qui? Pour le vendeur ou pour nous qui sommes en train de vous le racheter? Et le quatrième réflexe, c'est si vous ne comprenez pas, ne signez pas. Vous avez besoin de vous protéger. Partez avec cette méthode. Et maintenant, moi, j'aimerais vous parler de vos responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, vous n'achetez pas que des mètres carrés. Et je voudrais m'adresser aux promoteurs qui sont là et leur dire, aux promoteurs, aux constructeurs, pour leur dire qu'aujourd'hui, ils ont une responsabilité immense dans le retour au pays de la plupart d'entre nous. Leur responsabilité, c'est quoi? C'est qu'ils ne vendent pas seulement, ils ne vendent pas seulement des mètres carrés, ils vendent beaucoup plus que ça. Ils vendent de la visibilité à des gens qui vivent parfois à des milliers de kilomètres. Vous vendez aussi la possibilité d'investir sans être sur place, parce que ceux qui sont ici ne sont pas sur place quand ils vont investir. En fait, vous vendez au fond quelque chose de très rare, la tranquillité d'esprit. Parce qu'un investisseur satisfait revient. Un investisseur rassuré recommande. Un investisseur déçu disparaît. Et un investisseur floué devient une campagne de communication à lui tout seul. Les gens qui sont déçus, en général, je peux vous dire qu'ils vous font une très mauvaise image. Donc vous, les professionnels, vous avez besoin d'être plus exigeants avec vous-même. En fait, quand on regarde, dans la confiance qui s'installe, c'est que les décisions s'accélèrent, les familles se projettent. Il faut oublier tout ça. Les gens sont prêts à partir ici pour s'installer, et quand ils arrivent là-bas, c'est la déception. Donc, encore une fois, aux professionnels qui accompagnent, il faut savoir que derrière chaque achat immobilier, il y a souvent une histoire de famille, une stratégie de long terme, parfois un retour au pays, parfois des promesses tenues à ses parents. On a promis à nos parents de réaliser quelque chose pour eux là-bas. Donc, ce sont tous ces éléments qu'il faut avoir en tête quand vous venez ici pour promettre des constructions. Alors, tout ça pour vous dire que ce salon est important. Il est important parce que c'est un nœud d'échange. Il est important parce que quand vous allez partir d'ici, vous devez vous dire est-ce que j'ai vraiment pris, est-ce que j'écoute les informations que je voulais? Donc, posez-vous les questions qui dérangent. Comparez les offres, challengez les discours, demandez ce qui se passe dans les choses. Et quand ce n'est pas prévu, qu'est-ce qui se passe? Demandez les délais réels, demandez les garanties réelles, demandez les preuves réelles. C'est ça, un bon investisseur. Et surtout, ne vous laissez pas impressionner par le vocabulaire, par la mise en scène ou par la pression du moment. L'immobilier n'est pas un concours de persuasion. Sachez-le. C'est une décision patrimoniale. Et une décision patrimoniale mérite mieux qu'un coup de cœur mal documenté. Si à la fin de ce salon, vous ne signez pas encore, ce n'est pas grave. Hein. La bonne décision prise dans 2 semaines vaut mieux qu'une mauvaise signature prise dans 2 heures. Le but n'est pas d'aller vite. Le but est d'aller juste. Mais si en regardant et que vous avez clarifié votre stratégie, identifié les bons interlocuteurs, obtenu les bons documents, planifié les bonnes vérifications et posé les bonnes bases, alors vous aurez énormément avancé. Parce que l'investissement réussi ne commence pas le jour où l'on paye. Il commence le jour où l'on comprend ce qu'on fait. Et j'aimerais terminer sur cette simple idée. Investir au pays, ce n'est pas seulement acheter un bien, c'est prendre position. C'est dire, je crois au potentiel de mon pays, je crois au potentiel de ma région, je crois à la montée en puissance de nos villes, je crois à la valeur de notre continent. Mais je choisis d'y croire avec lucidité, avec méthode, avec une exigence, avec un attachement peut-être émotionnel, mais avec un regard professionnel. Alors ce week-end, vous avez le choix. Vous pouvez rester visiteur, admirer, écouter, prendre quelques photos, repartir avec les brochures et remettre votre projet à plus tard. Mais vous pouvez aussi devenir un investisseur préparé, un investisseur exigeant, un investisseur qui ne cherche pas seulement une opportunité,
mais une décision solide. La différence n'est pas dans votre envie. La différence est dans votre méthode. Et la fin, dans votre décision. Je vous souhaite un excellent SIAP 2026, de belles rencontres, des questions franches, des échanges utiles et surtout de très bonnes décisions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ntiga. Merci pour ce propos introductif. Nous allons donc, mesdames et messieurs, rentrer dans le dur, puisqu'il faut construire, il faut bâtir. Les échanges, ou plutôt les séquences qui vont suivre, vont porter sur l'apport des experts dans le cadre des différents panels. Et donc, à présent, je voudrais, si vous le voulez bien, vous demander de rester très attentifs à ce qui va se faire. J'appelle là pour le premier panel qui s'intitule « Construire au pays ». Deux points. Par où commencer? Ça, c'est la grande question. Pour cela, donc, nous allons avoir avec nous, toujours sous l'aune de M. Mutsiga, qui nous a donné quand même un certain cadre, ou plutôt un cadre certain. Je voudrais appeler ici M. Achille Wongolo, qui est le conseiller technique numéro 1 de la SIC, c'est la Société immobilière du Cameroun. Si M. Wongolo veut bien se joindre à nous et prendre place ici sur ce panel. Je voudrais aussi demander à M. Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Si vous êtes là, M. Sangaré, si vous voulez bien prendre place, je vous prie. Et ça n'est pas fini, nous avons avec nous Mme Thelma Semedo, présidente SMD Patrimoine. Merci Thelma de vous joindre à nous. Veuillez vous asseoir un peu part et d'autre, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, vous pouvez vous mettre là, Thelma, comme vous le souhaitez. Nous avons aussi Djenebou Sissoko. Madame Sissoko est présidente de Tunga Lafia pour la sélection des partenaires. Monsieur Kambou me disait tout à l'heure, 12 pays, c'est le continent africain dans son amplitude qui est là. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Ne restez pas debout, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons monsieur Gilles Tchangou, directeur général de Centric Real Estate. Comment gérer son projet immobilier à distance? Il va arriver, très bien. Et nous avons Oumisal, présidente de Tia Yemu Invest. Est-ce que Madame Oumisal est là? Merci Madame de bien vouloir vous installer. Il ne nous manque personne d'autre. Bonjour à vous, chers panélistes. Merci d'être là. Merci d'apporter votre pierre à l'édifice, puisque pour bâtir, il faut de la matière, des matériaux et surtout des pierres. Ça, au moins, on le sait, on le voit dans nos villages, dans nos villes, mais surtout dans nos villages. J'espère que vous avez vécu un tout petit peu au village pour avoir vu des bâtisses monter et surtout avoir constaté que chacun met la main à la pâte, ce qui veut dire combien c'est possible. À présent, donc, je voudrais, si vous le voulez bien, vous laisser chacun prendre la parole en rappelant la question à laquelle il faut quand même répondre. Construire au pays, par où commencer? Alors, le but, c'est de donner une feuille de route claire et opérationnelle à tous ceux qui sont là, parce que construire, quand la maison est là, la bâtisse est là, on la voit, mais on ne sait pas comment les uns et les autres ont fait. Quelqu'un dit quelque part, ton marabout, il est fort. Hein. Mais bon, pourtant, quelque chose peut se passer. Alors, donnez vos points de vue, votre vision des choses selon vos expertises respectives. C'est la charge qui vous incombe. Et je voudrais bien, monsieur le conseiller technique, monsieur Achille Wongolo, vous demander de bien vouloir prendre la parole. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Mais je vous laisse, monsieur Siriki Sangaré. Je vous demanderai de bien vouloir prendre la parole sur l'étude de faisabilité et le choix des promoteurs agréés. Et puis, chacun pourra, bien évidemment, revisiter notre sujet à l'aune de son expertise. Nous vous écoutons, monsieur. Je vous remercie. Je suis tellement entouré de dames, je souhaiterais peut-être qu'une dame commence. Si vous insistez, je peux commencer. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre conseiller, monsieur le conseiller général de mon grand frère, mes banquiers sont aussi dans la salle, donc de la Banque de l'Habitat, et les promoteurs, chers amis et chers promoteurs, en vos rangs, grade et qualité. Je voudrais d'abord remercier monsieur le président du Club SIA qui est venu me voir pour que nous puissions ensemble discuter et débattre, bien évidemment, des conditions de promotion immobilière et comment s'y prendre pour avoir une promotion réussie et investir en Côte d'Ivoire.
Et donc, j'ai accepté d'être là pour qu'on puisse éclairer la diaspora sur la faisabilité de certains projets localement. Je voudrais aussi dire que la Côte d'Ivoire, dans un souci de pouvoir réduire le déficit qui s'établit quand même lourdement à près de 836 quand même logements de façon structurelle, conjoncturelle, qui s'établit autour de 10% chaque année, c'est-à-dire autour de 80 000 logements quand même chaque année. C'est très très difficile pour des habitants localement et aussi pour ceux qui y habitent. Donc ça nécessite évidemment une structuration très réfléchie. Ça veut dire que nous, à notre niveau, en tant que promoteur immobilier, nous allons travailler sur une structuration simple pour être le permetteur. C'est la loi de 3 R. Le foncier, le financement et puis la fiscalité. Une fois qu'on maîtrise cet aspect-là, on réussit une bonne opération. Sauf qu'il faut aussi rappeler que dans nos différents États en Afrique subsaharienne, nous sommes confrontés aussi à 2 types d'acquéreurs. Il y a ceux qui sont dans le secteur formel et ceux qui sont dans le secteur informel. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, le problème avait été réglé à l'époque, depuis 1960 à 1980. On avait établi avec les possibilités de l'État, c'était la gestion des villes keynesiennes, on avait établi un mode de fonctionnement où les 2 risques essentiels pour pouvoir faire une bonne opération et réussir à travailler sur une promotion réussie, c'était le risque de la performance, que le banquier regarde très bien, et le risque de la commercialisation. Avec les 2 types d'accueil que nous avons le secteur informel qui est quand même à 80% et le secteur formel 20%, le taux de bancarisation étant très faible. Donc à l'époque, on a réussi à mettre en place un mécanisme de commercialisation qui était basé sur la location-vente et ça a permis à nos différentes sociétés d'État à l'époque, il y avait la cyclogie d'Asso-Jefia, de produire des logements et loger le maximum d'Ivoiriens. En 1980, on s'est retrouvé comme dans tous les pays d'ailleurs. On s'est retrouvé dans une situation de conjoncture avec son corollaire d'ajustement structurel, les bailleurs de fonds ont donc mis la pression sur les différents États pour que les États se retirent de la gestion de certains secteurs, notamment tout ce qui était social. Donc le secteur privé a pris le relais. Malheureusement, ça n'a pas marché, les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi et on s'est retrouvé dans un climat où dans tous les différents pays où vous avez société d'État là, on s'est retrouvé à faire face à des difficultés tellement énormes que les déficits se sont creusés et on se retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire à 836 000. Et en Afrique de l'Ouest, c'est un déficit qui se chiffre à peu de 2 300 000. Et je suis allé même en Afrique centrale, c'est encore énorme. Pour faire face à tout ça, il faut qu'on soit structuré. Maintenant, la structuration ne dit pas que l'État doit se désengager, puisqu'il y a l'accompagnement institutionnel, ce qui est très important pour les réformes concernant surtout le foncier. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée, par où commencer? Lorsqu'on veut investir, parce que quand je parle du secteur formel, évidemment la diaspora, dans son fonctionnement, a une possibilité d'investir, a la possibilité de venir, on les encourage d'ailleurs. Notre objectif, c'est de permettre à la diaspora d'avoir un cadre sécurisé, un cadre qui leur permettra de pouvoir faire un bon placement, de construire des logements, et ainsi de suite. Mais il faut s'adresser aux bonnes personnes. Nous avons travaillé sur des réformes intéressantes. Il y a le secteur professionnel. Pour être promoteur agréé, il y a certaines conditions. Donc, il faut s'adresser à des promoteurs agréés. Des promoteurs qui sont reconnus par l'État, qui ont la capacité de produire des logements et qui sont techniquement fiables vis-à-vis de l'État. Et donc, ces promoteurs-là, il y a une liste qui est établie, qui existe au ministère, et chaque promoteur a ce qu'on appelle un programme immobilier qui est garanti par l'État. Donc, il faut s'adresser aux promoteurs. Mais avant de le faire, le point culminant et le point clé, c'est d'avoir un foncier sécurisé. C'est ce que je voulais ajouter, mais on va y arriver plus tard. Maintenant, le foncier sécurisé, pour juste terminer. Oui, terminez pas, vous allez devoir commencer d'ailleurs et rebondir après ce que auront dit ces dames, justement. Très bien. Donc, pour pouvoir terminer par rapport à la structuration financière, c'est très important.
Nous avons le crédit promoteur et le crédit acquéreur. Le crédit promoteur, c'est un crédit qui est dédié aux promoteurs qui ont la capacité de réaliser des opérations bien structurées et bien évidemment, il faut des acteurs en face. Et par la suite, pour parler du troisième F, ça c'est l'accompagnement institutionnel. Cet accompagnement institutionnel est très simple. L'État doit mettre en place un cadre réglementaire, un cadre qui permet à tous ceux qui viennent investir d'être sécurisés. L'État doit garantir le foncier, garantir les réformes qui permettent d'avoir un foncier où le titre de propriété n'a aucun problème pardon, et il n'y a aucune possibilité de recours. Parce que nous avons remarqué, là je parle sous le contrôle des banquiers, le document, chez nous on appelle l'ACD. L'ACD, c'est l'arrêté de concession définitive. Dans d'autres États, c'est le titre foncier. Si ce document n'est pas sécurisé, la banque, parce que c'est notre matière première, la banque n'a aucun élément de confiance. Donc, ça nous permet de structurer des financements très difficilement, et même la garantie hypothécaire qu'on voit en Europe ici, qui permet évidemment de lever des fonds et de travailler facilement. En Afrique, c'est très difficile. Je vois mal un banquier prendre un document qui n'est pas tout à fait sécurisé et mettre en place le financement. Donc ça, c'est un problème difficile et mieux comptant bien évidemment sur la structuration par rapport à l'État. Bon, maintenant, concernant la diaspora qui doit venir. Concernant la diaspora qui doit venir, je pense que je vais vous laisser la parole et il est venu là-dessus après. Si vous voulez voir absolument pour pouvoir justement nourrir l'échange. Alors, dans les 3 F que vous avez énoncés, il y en a un 4e, et vous l'avez mentionné d'ailleurs, il n'y a que quoi autour de vous? Eh bien, des femmes. Et alors, ça n'est pas parce que nous sommes au mois de mars, hein, Dr Kamgue, mais il se trouve que quand on parle de promoteur, et la langue française, elle est genrée, on est obligé de dire promoteur, et moi, je vais être obligé de dire promotrice. Donc, sans forcer de traîner quelques partis pris que ce soir, n'est-ce pas? J'ai à ma gauche Madame Thelma Sevedo, et je voudrais vraiment vous donner la parole sur le retour d'expérience, parce que dans ce que vous avez entrepris, le point saillant, en tout cas vu de la diaspora, c'est quand même que le président du Cap-Vert, donc votre pays d'origine, est de passage en France, est venu quand même saluer ce que vous faites. Nous sommes donc tout de suite, tout oreille, sur le par où commencer, comment avez-vous fait et quelles sont vos recommandations, ce que vous avez constaté. Nous vous écoutons, madame. Bonjour, merci pour la parole ce mois de mars. Donc, je m'appelle Thelma Sebedo, je suis capverdienne. Je suis fondatrice d'une agence immobilière qui s'appelle SMD Patrimoine, qui est une agence indépendante en France. D'abord, j'ai commencé en tant qu'agent immobilier. Ensuite, j'ai fondé mon agence, donc Transaction Gestion du classique en France. Et ensuite, j'ai développé au Cap-Vert en tant que promotrice immobilière au Cap-Vert. Depuis maintenant 7 ans, je travaille avec la diaspora capverdienne, mais pas seulement. Je travaille aussi avec la diaspora africaine qui souhaite investir au Cap-Vert. Aujourd'hui, que le Cap-Vert, parce que c'est le pays où je maîtrise le plus. Mais je laisse un petit message aux promoteurs africains. Je suis actuellement le pont entre le Cap-Vert et la France. Et j'aimerais bien être aussi, faire ce pont entre la diaspora africaine et les promoteurs qui sont installés en Afrique, afin de leur donner du coup la visibilité, mais aussi ce côté accompagnement s'il y a on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent investir en Afrique, mais qui n'ont pas forcément d'interlocuteurs en France. Et via SMD Patrimoine, mon but, c'est d'être le pont entre l'Afrique et la France. Dans nos locaux, on a des commerciaux, des services, donc qui peuvent rassurer. Si on parle de rassurer, parce que pour investir en Afrique, on a besoin d'être rassuré. Et SMD Patrimoine fait déjà ce pont entre le Cap-Vert et la France. Donc, le président du Cap-Vert est venu dans mes structures, du coup, pour saluer le travail, ce grand travail que j'ai fait. Aujourd'hui, les Cap-Verdiens, via SMD Patrimoine, investissent au Cap-Vert en toute sécurité. J'ai réussi à mettre en place des dispositifs et j'accompagne via les administrations capverdiennes. Je fais l'intermédiaire de courtage avec les banques capverdiennes. Je fais beaucoup de travail entre le Cap-Vert et la France. Et les gens qui souhaitent acheter au Cap-Vert,
via SMID Patrimoine, ils sont sereins car ils ont un interlocuteur, ils ont les informations claires et précises. Avec une mention particulière, c'est que, on l'a entendu dans la préparation de ces programmes, c'est que au Cap-Vert, on n'a pas besoin d'être capverdien pour pouvoir investir chez vous. Donc, quand on dit investir en Afrique, ça n'est pas que chez nous respectifs, c'est pouvoir aller ailleurs. Je voudrais vous laisser apporter des précisions là-dessus, si vous le voulez. Oui, bien. oui, elle a raison. Alors, sachez qu'au Cap-Vert, on finance tout le monde. Les Cap-Verdiens à hauteur de 80% et les non-Cap-Verdiens, les banques capverdiennes financent à hauteur de 70%. Voilà, du classique, hein, on va monter un dossier de financement avec des revenus, que ça soit entrepreneurial ou salarial. Il faut justifier d'avoir des revenus dans le pays de résidence, que ça soit la France ou l'Afrique, et tout le reste, la banque finance directement depuis le Cap-Vert. Et la garantie de la banque, c'est l'hypothèque du bien, du coup, qui existe au Cap-Vert. Pour répondre à la question, comment faire pour investir en Afrique au Cap-Vert? Par où commencer, oui. Par où commencer? Je pense que ça soit au Cap-Vert ou en Afrique, le secret est le même. Ce n'est pas compliqué de construire. Ce qui est compliqué, c'est de le faire sans méthode. C'est de le faire parce que tout le monde le fait. C'est de le faire parce qu'on a besoin d'investir de l'argent. Pour moi, tout d'abord, c'est de savoir pourquoi on veut investir au pays. Qu'est-ce qu'on veut faire de cet investissement? C'est une résidence secondaire? On veut faire du locatif? C'est ça le premier but. Parce qu'une fois qu'on a défini le pourquoi du comment, on saura où investir. Si on cherche une rentabilité, on va chercher la localisation, on va chercher le produit, on va chercher le projet. Si on cherche une résidence secondaire, on va peut-être aller investir au village. On va construire chez nous. Alors que si on cherche finalement à gagner de l'argent, on va regarder les grandes villes d'Afrique, comme aujourd'hui on a à Dakar, des grandes villes qui rapportent en rentabilité locative, que ce soit du type Airbnb ou du locatif diplomatique. Donc, pour moi, il faut déjà savoir pourquoi on le fait. Ensuite, c'est le choix du promoteur ou du constructeur. À vérifier les références auprès des notaires, auprès du Club Efficience maintenant, qui est une référence, et aussi les garanties que ce promoteur peut vous apporter. Parce que quand on parle de construire, on parle de quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça veut dire que derrière, il nous faut des garanties. Ça peut être les garanties extrinsèques. Si le promoteur fait faillite, qui est derrière pour m'aider? Ça peut être la garantie aussi d'achèvement. Est-ce que mon bien va y aller jusqu'au bout? Et la garantie, tout ce qui est dommage ouvrage, le gros œuvre, la garantie décennale, après la construction. Est-ce que mon bien il va tenir? Si oui, combien de temps? Est-ce qu'on est sur une zone sismique? Enfin, c'est toutes ces informations-là qu'on va prendre pour vérifier. Pour finir, il faut toujours prévoir, pour moi, quand on construit ou qu'on achète au pays, une marge de 15 à 20% pour les imprévus. Parce que les matériaux de construction, pendant la construction, peuvent augmenter. Donc, il faut prévoir peut-être des frais de raccordement en plus, peut-être des frais d'électricité en plus, des frais divers administratifs qu'on ne voit pas au début. Donc, pour moi, il y a plein d'étapes, mais c'est d'abord savoir pourquoi on investit, auprès de qui, et à la fin, prévoir un petit budget parce qu'on ne sait jamais. Vous avez dit pour finir, mais non, vous ne finissez pas. Nous allons continuer et c'est ensemble. Nous sommes là sous un arbre à palabres. Et la particularité de cet arbre à palabres, c'est que le chef du village a fait en sorte qu'il y ait sous cet arbre des personnes qu'on ne trouve pas souvent. Vous l'avez souligné, donc je ne voudrais pas forcer le trait. Nous allons donc partir, nous avons là cette carte postale, nous partons au Mali, Mali Mousso. Nous allons écouter Madame Sissoko Alafia qui va nous en parler parce que déjà, vous avez évoqué la question du foncier et il est de notoriété publique, hélas, que la question du foncier, en tout cas l'accès au foncier, ça n'est certainement pas ce qui est accessible aux femmes en général. Et pourtant, voilà qu'elles ne sont pas que dans des projets individuels. En tant que promotrices, elles ont donc pu acquérir le foncier et en font bénéficier le plus grand nombre. Peut-être allez-vous répondre à comment faire pour acquérir aussi le foncier quand on n'est pas en haut de la liste en tant qu'homme, par exemple. Mais mieux que cela, quand on est à distance et qu'on veut faire non pas une seule bâtisse,
mais pour le plus grand nombre, vous avez votre retour d'expérience sur la sélection des partenaires notamment. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, le micro n'est peut-être pas ouvert. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Madame Sissoko Djenebutezanga Sanoko. Je suis la directrice générale de Tsunga Lafia, une entreprise basée sur l'achat de terrain et la construction de maisons au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. Nous sommes basés au Mali, principalement. Voilà, je réside à Paris. Donc, je suis souvent au Mali et on est beaucoup sollicité dans d'autres pays africains en dehors de ceux que je viens de citer. Mais c'est petit à petit, on prend le temps d'y arriver parce que pour pouvoir s'installer dans un pays, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour avoir une crédibilité. Et ce qu'il faut, c'est du sérieux. Pour les promoteurs immobiliers africains, c'est de ça dont la diaspora a besoin. Le plus, c'est de faire confiance, d'aller vers des entreprises qui peuvent réaliser leurs projets en toute sérénité. Voilà. Qui puissent avoir confiance aux entreprises dans lesquelles ils mettent l'économie de toute une vie. C'est ce que moi je dis. Quand les gens nous confient leur projet, ils nous confient l'économie de toute une vie. Et nous avons le devoir de bien gérer leur projet. Et on a commencé par le Mali parce que je suis originaire du Mali, je viens du Mali. Donc c'était beaucoup plus simple pour nous de commencer notre expérience là. Donc ma question c'est les partenaires. C'est la sélection des partenaires. La sélection des partenaires. En tant que PDG d'entreprise de construction, les partenaires avec lesquels nous, on a affaire à particulier, c'est tout le pôle juridique, c'est-à-dire déjà les propriétaires fonciers, c'est les premiers partenaires qu'on recherche, c'est-à-dire avoir des bons terrains. Les terrains qui n'appartiennent pas à 2, 3, 4 personnes. Je pense que beaucoup de personnes de la diaspora comprennent de quoi est-ce que je parle. Donc, la recherche de propriétaires fonciers d'abord est la toute première étape. Et cette recherche passe par rechercher d'abord le vrai propriétaire des parcelles. Parce que souvent, la personne qui propose les parcelles, vous avez l'impression que c'est le vrai propriétaire, mais c'est la plupart du temps des démarcheurs. Et on a du mal à faire la différence entre un démarcheur et le vrai propriétaire. Et c'est toute la difficulté. Et en dehors des propriétaires fonciers, nos partenaires, ce sont tout le pôle juridique, c'est-à-dire les notaires, les juristes, tous ceux qui vont faire les contrats avec nous, avec les clients, entre nous et les clients. Et les géomètres experts, c'est nos partenaires aussi, parce que quand on trouve un terrain, par exemple, un client qui veut construire avec Tsunga Lafia, qui nous confie à nous de lui trouver une parcelle, c'est beaucoup plus simple pour nous. C'est-à-dire parce que nous, on sait les parcelles qu'on recherche généralement au Mali, c'est les titres fonciers, c'est ça. Il faut avoir un titre foncier pour pouvoir construire en toute sérénité au Mali. Et si un client nous amène son terrain, le côté du géomètre expert intervient parce que nous, nos terrains sont déjà localisés par un géomètre, notre géomètre expert, le géomètre expert de Tsunga Lafia. Mais un client qui va amener sa parcelle, il est persuadé souvent que sa parcelle est à 200 mètres, par exemple, de la route. Vous allez trouver qu'en réalité, la parcelle qu'on lui a vendue est à 1 km ou à 2 km de la route. C'est-à-dire, les clients même ne savent pas réellement où se trouve leur parcelle. Et souvent, quand ils passent par des promoteurs, des constructeurs qui n'ont pas toute cette capacité d'avoir autour d'eux des personnes qui ont la connaissance de pouvoir localiser comme il faut leur parcelle, et on se retrouve avec beaucoup de personnes de la diaspora qui construisent sur des terrains qui ne sont pas leurs terrains. Et c'est ça un drame. Ils construisent des maisons de plusieurs millions de francs CFA et pourquoi pas millions même d'euros, mais sur des parcelles juste parce que ils ne sont pas passés par les bonnes personnes. Et c'est un véritable drame qu'on vit dans beaucoup de pays africains. Prendre le temps de trouver les personnes de qualité, les personnes qualifiées, ça coûte certes un montant, mais c'est des dépenses nécessaires pour investir en toute sécurité en Afrique. Je vous remercie. Merci pour ce que vous avez apporté.
Mais j'aimerais peut-être qu'on en vienne sur la question de l'acquisition du foncier, parce qu'acquérir un terrain pour soi-même, qui que l'on soit, où que l'on soit, ça n'est déjà pas simple. Mais quand on est à l'extérieur et que ça n'est pas un terrain, mais plusieurs terrains pour des tierces par-ci, parce que c'est une activité, il y a peut-être quelque chose à apporter, parce qu'il n'y a pas que des personnes qui veulent construire en Afrique ici, il y a certainement des personnes qui voudraient aussi avoir des projets immobiliers. Comment fait-on pour régler la question de l'accès au foncier, par exemple? L'accès au foncier passe, comme vous l'avez dit, par l'acquisition d'une parcelle. Et comme je l'ai dit, pour acquérir une parcelle en Afrique, il faut d'abord trouver la parcelle. On vous présente généralement un document, un papier de terrain. La toute première étape à faire, c'est de s'adresser à un notaire. Voilà, un notaire, une office notarial qui va d'abord vous permettre de savoir si le document d'abord est authentique. Voilà, ça c'est la toute première étape. Vérifiez d'abord le document. Et parce qu'il y a beaucoup je ne sais pas si c'est le cas partout en Afrique, mais les pays, en tout cas dans lesquels nous on intervient, la diaspora, quand ils arrivent en Afrique, souvent à la fin des vacances, ils ont par exemple acheté une voiture, il y a un cousin qui veut la voiture, ben, j'ai une parcelle à tel endroit, il récupère le document du terrain du cousin, il donne la voiture, tout simplement. Et des fois, le terrain n'est même pas au cousin, ou bien le document n'est pas authentique. C'est-à-dire qu'ils font l'achat entre eux, ils signent un document et puis ils donnent leur voiture, ils reviennent avec le document du terrain qu'ils mettent dans un coffre. Hein, ils sont persuadés d'avoir un terrain, sauf que la plupart du temps, ils n'ont pas de terrain. Donc, ce que moi, je conseille généralement à mes clients, c'est que même si vous achetez un terrain avec votre propre papa ou votre maman, passez par un notaire. Ah, c'est ma mère. Non. C'est pas parce que c'est votre mère que vous passez pas chez un notaire. C'est pour protéger et votre mère et vous. Parce que la plupart du temps, elle est de bonne foi, la personne de la famille, la plupart du temps. Je dis la plupart du temps parce qu'on se fait avoir souvent par la famille aussi. Donc, une personne de la famille qui vous cède un terrain, la personne peut être de très bonne volonté. Mais elle-même, elle ne sait pas que le document qu'elle a entre les mains, ce n'est pas un bon document. Donc, la seule chose qui peut protéger et votre proche qui vous vend un terrain et vous, c'est de passer par un notaire. Le notaire, il a des personnes, les compétences qu'il faut pour vérifier auprès des services domaniales l'authenticité du document. Voilà. Déjà, au Mali, ils vous donnent ce qu'ils appellent la réquisition. Ils font la réquisition et l'approbation au niveau des services du domaine pour bien être sûr que le nom qui existe sur le document, c'est bien sous ce nom qu'est enregistré le document du terrain. Ça, c'est la toute première étape, partout dans le monde. Donc, après, ensuite, intervient le côté géomètre. Le géomètre va vous aider à localiser exactement le terrain. Passez par un géomètre expert. Ne prenez pas un jeune géomètre du quartier qui va vous montrer un autre terrain. Le jeune géomètre du quartier, certes, il a un poste, mais il est relié à un cabinet d'experts géomètres. Et l'expert géomètre, quand il va vous localiser votre terrain, il va vous mettre un cachet sur un document comme quoi c'est lui qui a localisé votre terrain. Si demain ou après-demain, vous avez un problème avec votre terrain, la localisation de votre terrain, c'est lui qui est tenu responsable. C'est pour ça qu'il faut passer par un cabinet d'experts géomètres. Ça, c'est les toutes premières étapes pour déjà acheter un terrain, non, authentifier le document du terrain, passer par un géomètre pour le localiser, pour être sûr qu'il n'y a pas une maison qui est déjà construite sur ce terrain. Parce que si le géomètre expert localise votre terrain, vous pouvez avoir la mauvaise surprise de trouver une maison déjà sur votre terrain. Et là commence la procédure judiciaire. Soit on fait, comme on le fait chez nous à l'africaine, ah madame, je peux vous donner un peu, monsieur, je veux vous donner un peu, j'ai déjà investi sur ce terrain. Mais vous avez le droit de démolir cette maison. C'est ça qu'il faut se dire. Et des fois, il faut démolir. Parce que si on passe par la négociation à tous les coups, l'anarchie va continuer. Parce que c'est pas parce que des fois, les personnes se trompent parce qu'ils ne sont pas passés par le bon géomètre, ils se sont trompés. Mais il y en a qui font exprès. Nous, on a vu des gens qui font exprès de construire sur un terrain parce que tout simplement, l'emplacement leur convient. Ils construisent, ils laissent même leur numéro de téléphone. Ils laissent leur numéro de téléphone pour dire si le propriétaire vient, vous dites que je suis là. Donc on va pouvoir continuer après par le débat. Je laisse la parole. Merci Madame. Vous pouvez garder vos micros. Alors vous l'avez entendu, c'est donc une question d'approche
formelle. Parce qu'on y va de manière spontanée, on va confier la tâche pour des raisons évidentes. On est à l'extérieur et les personnes avec lesquelles on est en contact souvent, c'est donc la famille qui est sur place, avec laquelle on a déjà pu faire un certain nombre de choses. Et peut-être aussi que quelque part, le docteur Eli Kamge va aussi nous le confirmer d'ici avant demain, qu'il va falloir pouvoir assumer de prendre des décisions qui ne procèdent pas de l'affect. Parce que quand on est dans l'affect, on va fonctionner avec ses proches. Les proches eux-mêmes vont considérer que c'est malvenu de faire quelque chose d'aussi important que d'ériger une bâtisse sans les en tenir informés, sans leur participation. Mais on entend, au regard de ce qui nous a été dit, que de la rigueur, c'est d'abord ce qui nous incombe, tous autant que nous sommes en tant que promoteurs, promotrices, opérateurs économiques, citoyens, d'être vraiment dans la rigueur pour pouvoir faire les choses de manière formelle et pouvoir éviter tout ce qui a été dit. Alors, bien évidemment, il y a les erreurs à éviter et je voudrais vous emmener, non pas au Sénégal, ce n'est pas au Sénégal qu'il y a des erreurs à éviter, mais par la voix de Madame Oumissa, présidente de Diariemu Invest, qui va elle aussi apporter son regard et son expertise sur déjà ce qui a été dit. Vous pouvez bien évidemment, Madame, rebondir. J'aimerais rappeler qu'au terme de ce panel et de chaque panel, il y aura un temps de questions-réponses à vous qui êtes là, dont vous pourrez poser des questions qui n'ont pas déjà été abordées sur le panel pour qu'elles puissent aussi avoir des réponses. Et si nous avons M. Gilles Tchangoum, je ne sais pas s'il est dans la salle parce qu'il faisait partie de ce panel, il devait nous accompagner sur comment gérer son projet immobilier à distance. Mais bon, voilà, si jamais il manque des intervenants et qui devaient participer, manifestez-vous. Nous vous écoutons donc, Madame Koumissa, vous avez la parole. Quelles sont les erreurs à éviter? Merci, bonjour, mesdames, messieurs. Merci au Club Efficience pour cette excellente organisation. Je salue également la présence de tous les ambassadeurs et de toutes les personnalités africaines qui sont là aujourd'hui. Donc moi, je suis Oumissal, originaire du Sénégal. Donc j'ai créé Diariemu Invest, qui est une structure d'accompagnement exclusivement dédiée à la diaspora. Alors pourquoi? Parce que moi, je suis venue en France après le baccalauréat. J'ai fait toutes mes études supérieures. J'ai travaillé, j'avais une agence de communication. Et en 2015, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement en Afrique. Parce que quand je partais au Sénégal, c'était uniquement en vacances. Je partais chaque année, mais après 2015, je me suis dit là, j'ai vraiment envie d'investir dans l'immobilier. Bon, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Et quand j'ai commencé, j'ai fait comme tout le monde, parce que je trouve que chez nous, en Afrique, c'est culturel de d'abord s'adresser à sa famille. Quand on a un projet, on appelle sa famille, oui, j'ai des économies, je vais acheter un terrain. Donc moi, j'avais choisi un beau quartier à Ouakam. Et tout de suite, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont mis en relation avec des soi-disant promoteurs courtiers. Mais comme moi, j'ai déjà acheté en France, pour moi, un courtier, c'est une société avec des règles déclarées, etc. Donc, et tout de suite, tout le monde a commencé à me dire, faites attention, il y a beaucoup d'arnaques. Mais je me dis, arnaque, on ne peut pas m'arnaquer. J'ai déjà acheté en France, je sais comment ça se passe. Moi, j'étais sûre de tout comprendre, de tout maîtriser. Et au fil du temps, avant de passer à l'acte, et pourtant le terrain que j'achetais, c'était un titre foncier, un cousin qui travaillait aux impôts qui me dit, comme tu es un peu têtu, laisse-moi aller au niveau de la base de domaine faire les dernières vérifications. Et effectivement, quand ce cousin qui travaillait aux impôts et domaines a pu voir que le terrain qu'on devait me vendre, c'était un faux titre foncier en fait. Tout a été fabriqué, les pièces d'identité, les titres. Et donc, en étant à Paris à 6000 km, qu'est-ce que j'avais? Ma colère. Tout de suite, quand j'ai appelé ce soi-disant courtier promoteur, il m'a tout de suite raccroché au nez. Et donc, ça a été comme il a expliqué tout à l'heure, un choc. Parce que je ne m'y attendais pas et j'ai commencé à parler autour de moi de cette déconvenue. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi, en fait, la chance que j'avais, c'est que je n'avais pas encore payé. Mais toutes les personnes à qui je parlais de cette déconvenue se sont fait arnaquer, pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ce n'était pas possible. Mais je me suis dit, je ne vais pas pour autant abandonner mon projet. Parce que j'ai réellement envie d'investir dans l'immobilier au Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
J'ai réfléchi, je me suis dit, moi qui cherchais justement un pont, quelque chose à faire en Afrique, au Sénégal, je trouve que c'est la meilleure formule, c'est d'accompagner les compatriotes de la diaspora. Parce que tout le monde veut investir et tout le monde a peur. Le parallélisme que je fais ici, par exemple, quand on achète une maison, mais on est heureux, on est content, on est apaisé. Mais en Afrique, dès qu'on achète, on ne dort plus. Est-ce que vous voyez on achète un terrain au Sénégal, on ne dort plus. On achète parce qu'on n'est jamais sûr, on achète un terrain, on achète du vin. On arrive, il y a 4 personnes qui disputent le même terrain. Actuellement, on est en train d'accompagner une cliente qui, c'est pour la 2e fois, elle a acheté un terrain. Une première fois pour sa maman retraitée, à Diamniadio, le terrain est fini avec des litiges. Une 2e fois, elle se dit, je n'achète plus un terrain non titré, je vais acheter un bail chez le notaire. Elle achète un terrain, très bien. C'est un terrain titré. Le notaire a fait son travail, toutes les vérifications. Le titre de propriété a été muté au nom de sa maman. Et surprise, on arrive, le terrain est déjà construit. Alors, il est où le problème? C'est compliqué. Donc, pour moi, la première piège déjà, c'est de faire les vérifications qu'il faut. Administratives et physiques, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ici en France, peut-être que le problème ne se pose pas. Les notaires, ils sont dans leur bureau, ils font les vérifications, ils procèdent aux ventes. Mais en Afrique, il y a tellement de litiges. Systématiquement, il faut faire une vérification administrative, vérifier que celui qui vend le terrain, il en est le réel propriétaire. Mais aller physiquement sur le terrain, justement, comme elle dit, avec le géomètre, vérifier les coordonnées, voir si physiquement le terrain est réellement existant avant de procéder à la vente. Alors, Madame Sall, vous faites bien de revenir dessus et j'aime autant préciser que dans les prochains panels, nous aurons justement des experts qui viendront en tant que géomètres, architectes, notaires et tout ce qui s'ensuit, apporter les précisions dont nous avons tous grand besoin. Vous avez dit au début de votre propos que vous avez voulu vous engager dans l'immobilier sans le connaître, ce secteur-là, et pourtant, voulez-vous nous partager ce qui vous a motivé, donner envie de rentrer dans quelque chose que vous ne connaissiez pas? Et quand on entend ce qui a été énoncé ça et là, on a vraiment besoin de savoir comment le rêve doit demeurer et cesser d'être un cauchemar. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans l'immobilier sans connaître? Alors, ce qui m'a fait rentrer, c'était juste l'appât du gain, en fait, rentabilité. Parce qu'en France, j'avais acheté des appartements que j'ai mis en location. Je me suis dit, donc je vais vous le faire. déjà l'immobilier en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire, mais pas en tant que professionnel. Oui. J'ai juste acheté un appartement que j'ai mis en location. Alors, je me suis dit, au Sénégal, peut-être faire de la promotion immobilière, prendre un terrain et faire un immeuble, vendre des appartements. C'était ça mon rêve, en fait. Donc, j'avais des économies. Je me suis dit, avec mes économies, je peux faire, justement, créer une société de promotion immobilière. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il faut s'adresser à des professionnels. Absolument. Ça, c'est le piège numéro 1. Moi, je me suis adressée à la famille qui me met en relation avec une personne de confiance, sans vérifier si cette personne de confiance est professionnelle. Parce que la famille n'a pas les moyens pour vérifier si telle société est légalement constituée, si tel promoteur ou tel courtier, c'est une société qu'on peut aller vérifier. Donc ça, c'est le premier piège. Deuxièmement, quand on parle d'achat de terrain, au Sénégal, c'est déjà vérifier quels sont les titres de propriété. Un peu comme disait Madame. Voilà. En réalité, partout. Partout. Par exemple, en France, en Côte d'Ivoire, on parle d'ACD. Peut-être que celui qui n'est pas ivoirien ne va pas trop y comprendre grand-chose. Ici, c'est le titre foncier que tout le monde connaît. Au Sénégal, on a le titre foncier, on a le bail emphytéotique, on a la délibération. Alors, si vous le voulez bien, on va laisser ces aspects techniques au prochain panel, mais vous l'avez bien compris, je voudrais qu'on puisse donner la parole à monsieur Gilles Thiangoum. Nous vous attendions pour justement apporter votre éclairage sur comment gérer son projet immobilier à distance, puisqu'on voit que même quand on est en Afrique, qu'on vit en Afrique, qu'on veut construire en Afrique, c'est déjà la quadrature du cercle. À plus forte raison si on est loin et que la télécommande ne fonctionne pas pour actionner les bonnes personnes, avoir le bon résultat. Nous vous écoutons. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Centric Real Estate. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Gilles Thiangoum, Centric Real Estate, Douala, Cameroun. Nous sommes une société de construction et de promotion immobilière
nous offrons des programmes immobiliers clés en main aux cadres vivant au Cameroun ainsi qu'à la diaspora. Nous avons les 2 dernières années rencontré la diaspora à Montréal, au Luxembourg, à Francfort, et ce matin nous sommes à Paris pour comprendre premièrement les difficultés pour accéder à la propriété au Cameroun. Et suite à ce diagnostic, nous avons travaillé pour lever les barrières et les difficultés énoncées par la diaspora. Ce qui revient à 80% des cas, c'est d'abord que la diaspora a eu tendance, peut-être parce qu'elle n'avait pas trop d'autres choix, à faire confiance à la famille. Et beaucoup de déceptions suite à des projets qui ont été confiés à des membres de la famille. Ensuite, il y a le problème foncier, où on se retrouve souvent avec des terrains litigieux. Et pour finir, des problèmes rencontrés avec les entrepreneurs à qui la diaspora a bien voulu confier la réalisation de leur ouvrage. Ce que nous pourrons recommander et ce à quoi nous nous attelons depuis plusieurs années que nous sommes dans le domaine au Cameroun, c'est de commencer par faire confiance à des professionnels. Il est vrai que la promotion immobilière au Cameroun, comparativement aux pays d'Afrique de l'Ouest, on est encore à nos débuts. Donc je pense que la diaspora n'avait pas trop de choix à l'époque que de recourir à la famille. Aujourd'hui, je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'il y a désormais des promoteurs immobiliers sérieux, notamment au Cameroun. Donc la première recommandation, ce serait de s'adresser à un promoteur immobilier établi. Maintenant, il y a également des programmes de promotion immobilière qui commencent à connaître un succès. C'est aussi quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, on peut décider d'acheter un logement clé en main. On peut décider de construire sur un terrain que nous avons déjà acquis par le passé. Au niveau de nos sociétés, nous répondons parfaitement aux 2 options. Maintenant, si vous avez votre terrain, il n'y a pas de litige, vous avez votre titre foncier, une société de construction comme la nôtre ou toute autre société sur place peut vous accompagner dans la construction. Ce que nous avons mis en place au sein de Centric, et j'ose croire que c'est pareil pour les autres promoteurs, nous pouvons également recommander d'effectuer, répondre aux appels de fonds progressivement en fonction de l'évolution et la construction de votre maison. Particulièrement au sein de Centric, nous travaillons avec des bureaux de contrôle, dont notamment Bureau Veritas, qui est une firme internationale, mais il y a une pléthore de bureaux de contrôle aujourd'hui au Cameroun. Leur mission est de sanctionner les appels de fonds. Parce que la diaspora aussi par le passé, j'ai vu des gens venir, il va prendre une permission d'1 semaine à son travail parce qu'il va aller contrôler son chantier au Cameroun. Et puis, avant de valider un appel de fonds, non. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des façons plus simples pour le faire et plus sûres. Surtout qu'on n'est pas nécessairement un ingénieur. Donc, je peux aller voir un chantier, mais je n'ai pas les compétences pour apprécier la qualité de l'ouvrage. Donc, il est préférable que je me réfère à un bureau de contrôle qui a toutes les compétences pour savoir si la fondation a été réalisée selon les règles de l'art. Lorsque le bureau de contrôle sanctionne dans cette étape de travail, vous êtes donc fondé à libérer l'appel de fonds demandé par l'entreprise. Nous, on travaille sur un projet par appel de fonds, par exemple, de 20%. Donc, la fondation est faite, elle est validée. Ça veut dire que si vous avez pris un risque, si on peut appeler ça comme ça, ce sera peut-être seulement sur les fonds pour la fondation de la maison. Donc, vous avez pris un risque peut-être à 15-20% sur l'ensemble de votre investissement. Je pense que c'est... Voilà quoi. Ensuite, dès que cette option est sanctionnée par la mission de contrôle, qui elle aussi
a pour mission de contrôler pratiquement toutes les semaines l'évolution du chantier, ok, s'assurer que les poteaux sont bien faits, ils sont bien coulés, la quantité de béton requise a bien été déployée sur le site. Ils réceptionnent l'étape de la fondation, ils envoient au maître d'ouvrage que vous êtes, et vous pouvez donc procéder au second appel de fonds, au troisième appel de fonds, ainsi de suite, jusqu'à peut-être l'achèvement du gros œuvre. La diaspora aussi, j'ai vu des gens voyager dans les valises avec de la robinetterie, des sanitaires, des ampoules, du câblage électrique. Non. Il faut faire confiance. La situation a évolué. Moi, j'ai croisé souvent des compatriotes chez Leroy Merlin avec des tonnes de valises qui viennent acheter du matériel. Je pense qu'il faut faire un peu confiance. La situation a évolué. Il faut peut-être seulement avoir la chance de tomber sur des professionnels. On ne peut pas laisser son travail et puis aller devenir électricien et plombier et tout ça chez Leroy Merlin le samedi et puis déposer un repos maladie au bureau parce qu'on veut aller sur son chantier. Finalement aussi, ça vous revient beaucoup plus cher. Parce que si vous devez y aller peut-être seulement une fois par trimestre, il y a aussi des frais importants pour cela. Donc je comprends que c'est parce qu'il y a un problème de confiance, mais je peux dire aujourd'hui avec certitude que en ce qui concerne notre pays, le Cameroun, les choses ont quand même bien évolué. Il y a quand même des promoteurs sérieux. Okay. Il y a donc ce qu'il ne faut pas quand même. Bon, on va pas... Il y a déjà ce qu'il faut. Il y a déjà ce qu'il faut, absolument. Alors, Monsieur Tchagoum, je voudrais, sans vous interrompre tout en le faisant, l'air de rien, passer, si vous êtes d'accord, parce que je sais que vous vouliez, Monsieur Sanjalé, réagir, mais si vous êtes d'accord, on va déjà écouter les questions dans la salle et cela vous permettra, en y répondant, d'apporter ce qui manque. Je rappelle que notre keynote speaker, qui a fait le propos introductif sur donc, ce panel et même cette conférence, par où commencer, avec à la clé un certain nombre de points, et qui pourra aussi, bien évidemment, qui devra même donner son avis sur ce qui a été apporté, parce que cette question n'a pas été posée en vain. C'est la question de tout le monde et personne. Mais alors, personne ne doit repartir de ce rendez-vous demain, Dr Kamge, avec par où commencer. On ramassera les copies à la fin et ceux qui n'auront pas la bonne réponse se passeront à la caisse. Très sérieusement, plus sérieusement donc, vous avez des questions, s'il vous plaît. Nous avons énoncé tout à l'heure la question de l'ordre de la discipline et de la rigueur dans la mise en œuvre de ces projets immobiliers, que ce soit pour un investissement ou que ce soit pour sa réalisation personnelle. Et je pense aussi que la responsabilité qui nous incombe au travers de ce rendez-vous, c'est d'être aussi, dès à présent, donc, ordonné. C'est-à-dire que les questions qui ont été abordées, la réponse a été donnée, mais il y a certainement des questions qui n'ont pas été posées. Et c'est celle-là que nous voulons vous laisser l'opportunité d'entendre. Il y aura un micro qui va donc circuler dans la salle. Merci d'être concis dans votre question pour que question puisse y être apportée. Nous voulons donc voir des mains se lever déjà. Est-ce qu'il y a une hôtesse? Oui. Voilà, il y a une dame juste là. Merci pour donc les questions auxquelles les réponses n'ont pas encore été abordées. Nous vous écoutons succinctement, s'il vous plaît. Oui, madame, nous vous écoutons. Il y a un micro à votre droite. Bonjour, je m'appelle Koulibaly Mondissa, je suis décoratrice d'intérieur. Et j'ai des questions, j'ai juste une question à poser concernant l'immobilier en Afrique. J'aimerais savoir si les projets sont pensés réellement pour les Africains et si nous ne faisons pas un petit peu une copie de l'Occident, en fait, tout simplement. J'ai envie de savoir si vraiment on pense pour une Afrique, enfin pour un avenir en Afrique et pour les Africains, et ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été faites, par exemple, ici en France, avec les HLM, avec des endroits où en fait on est cloîtré, où finalement ça finit par devenir de la délinquance, etc. Voilà. Merci pour votre question. Pour la préciser, si nous avons bien compris, vous voulez savoir, donc là, on parle là des sociétés immobilières oui. qui, lorsqu'elles font des bâtisses, se prennent en compte les réalités locales et ne font pas un copier-coller. On a bien compris votre question. Y en a-t-il une autre? Autre question, s'il vous plaît. Oui, madame. Bonjour, Viviane Pro, vice-présidente de l'UAFI. Bon, c'est une question, mais pas une.
Non, question. Vraiment question. Non, mais ça fait 40 ans que je suis là. Tout ce qu'ils ont dit, c'est très vrai. On a essayé plusieurs fois, on a échoué. Le vrai problème, vous avez parlé de confiance, mais même à la promotion immobilière, il faut qu'on fasse ça aussi attention. La cherté de leurs propositions. C'est vrai, il y a la garantie du bout du projet, mais il y a aussi le fait qu'ils sont trop chers et qu'ici en France, on est à la diaspora, mais on n'est pas, ce ne sont pas des personnes riches, ce sont des travailleurs de tous les jours. Ça, c'est le premier point, la cherté des services de qualité et de garantie. Et puis aussi, dans un deuxième temps, on peut confier à un promoteur, payer pour un service bien précis de qualité, et au finish, on n'a pas le résultat qu'on attend. Des murs qui se fendillent, des choses qui se passent. Voilà, donc... C'était donc une contribution. Nous retournons dans le temps des questions. Monsieur, ici, le micro... Les hôtesses, s'il vous plaît, si nous allons vite, nous pourrons faire participer le maximum de personnes. Oui, monsieur, nous vous écoutons. Oui. Merci. Je suis monsieur Bernard Gazo. Je suis le président du conseil d'administration d'une société d'État qui construit des logements. Et je suis par ailleurs conseiller d'un ministre. Mais surtout, il y a 15 ans, j'étais ici membre de la diaspora. Alors, si on entend tout ceci, la difficulté, c'est quoi? C'est que c'est compliqué. Il y a des risques. Tout ce qui est dit là, au niveau du foncier, au niveau du constructeur, au niveau... On dit investir. Quand on dit investir en finance, il y a le risque. Il y a la division du risque. Comment on peut faire pour minimiser ce risque-là et permettre aux Congolais de la diaspora de pouvoir investir? Ça, ce sera le panel d'après. Oui. Donc, ici, c'est pour dire une chose. C'est que la solution, moi, si je construis la FIC, je m'adresse à un écosystème qui me permet de réduire le risque. C'est-à-dire les problèmes de relation avec les banques, les problèmes avec le foncier, le problème avec le contrôle. Si le dispositif existe, moi, ça me permet de pouvoir me rassurer. Et c'est ce que j'ai implémenté au Congo. Ça permet finalement aux personnes de la diaspora d'avoir un interlocuteur qui permet de centraliser l'ensemble des dispositifs et donc ça permet de minimiser le risque de l'investisseur. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur. Pendant que le micro circule, vous vouliez rajouter quelque chose. Alors, sur ces points-là, si on a plus de questions, oui. Alors, oui, allez-y. Faites passer le micro, mesdames, s'il vous plaît. Monsieur, nous écoutons. Oui, merci. Je suis le docteur Samuel Dormo. Je viens de Washington. Merci, Eddie Kamgut, de m'avoir invité. Je suis le président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Alors, je suis très intéressé par ce que j'entends là. J'apprends beaucoup. Je suis venu apprendre. Je suis venu surtout apprendre des stratégies, pousser la diaspora camerounaise à investir beaucoup plus dans l'immobilier. Alors, ce que j'ai entendu me galvanise. Monsieur Tchamavou, je pense qu'on aura assez des échanges. Mais une chose qui m'intéresse beaucoup, vous n'avez pas parlé de ça. J'aimerais savoir, le Mali notamment, le Sénégal et les autres, lorsqu'on est de la diaspora camerounaise, on a toujours tendance à dire vous êtes mieux organisés que nous, vous avez des projets communs. On a beaucoup plus parlé des projets individuels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus des projets communs. Donc, ma question, nous avons un projet Diaspora City à Kribi. On a 650 acquéreurs de titres fonciers déjà. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller avec vos expériences, le Mali, le Sénégal et les autres, vous avez eu ces projets communs, afin que ce projet soit bien monté. Et M. Tchangou, comment vous pouvez nous accompagner pour pouvoir bien implémenter ce projet, parce qu'ils ont des titres fonciers, ils auront besoin de construire. Merci. Merci. Nous allons donc commencer à répondre, si vous voulez bien. Je vais juste... Sans vous écouter, M. Sanchez. Je vais recentrer rapidement parce que je pense que les thèmes, en répondant en même temps aux différentes questions, lorsqu'on fait un projet, on a demandé dans un pays commun à où commencer. Et pour faire un bon projet, moi je sais qu'on attaque très souvent les promoteurs, les gens des acteurs, on attaque le foncier, mais il faut faire très attention quand on va en Afrique pour pouvoir construire ou qu'on veut acheter un terrain. Il faut éviter aussi d'aller aussi vers tout ce qui est moins cher. Parce qu'on a tendance en Côte d'Ivoire à aller prendre des attestations villageoises ou prendre des terrains qui ne sont pas approuvés, des terrains qui n'ont pas d'ACD. Donc ce que je vais donner là, c'est rester un peu dans la pratique et être pragmatique. C'est donner un guide que je conseille très souvent à ceux qui veulent nous voir de la diaspora, un guide. Ce guide-là va permettre en fait à chacun
de s'orienter et de faire moins d'erreurs. Il y a toujours un risque. Donc, dans un premier temps, c'est de définir son projet. Quand on définit son projet, on définit le type de maison qu'on veut construire, on définit le budget qu'on veut mettre en place, on définit la ville dans laquelle on veut travailler. Une fois que ça c'est fait, on sécurise le terrain. Une fois que le terrain est sécurisé avec des documents fiables, en Côte d'Ivoire on parle d'ACD, il ne faut pas aller chercher une attestation villageoise parce que ça n'a aucune réalité de propriété. Donc ça crée des problèmes et on se retrouve dans un système compliqué. Parce qu'on s'est dit qu'avec les terrains avec ACD coûte cher. C'est normal. Allez plutôt vers ceux qui ont des terrains avec ACD et vérifier bien évidemment. Troisièmement, pour aller vivre ce que vous êtes pressé, parce que si on frôle un peu les questions, on ne va pas s'en sortir. Je préfère qu'on perde 5 minutes pour tous les gens. Non, pas 5 minutes. Vous êtes sûr. Si c'était pas 5 Il y a minutes, les gens qu'il y a d'autres panels à quand on sort d'ici, c'est vrai. Allez-y droit au but. Comme ça fait exactement 500 salons que je fais cette année. Le problème, c'est qu'on vient, on frôle les questions. Celui-ci est particulier. Oui, mais c'est parce qu'il est particulier. Le temps que nous prenons, est-ce que nous cotisons à la réponse que c'est intéressant, vous voulez bien. Tout le monde comprenne ce qu'on veut. Allons-y donc. Alors, c'est ça qui est important, parce que si on sort d'ici, nous vous écoutons, Monsieur Sanga. On étudie les choses d'Afrique et après on va accuser les promoteurs en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Parce que moi, j'ai discuté avec la diaspora, je comprends. Donc, il faut être professionnel. Il faut avoir un terrain sécurisé. Il faut faire un plan professionnel, avoir un business plan professionnel. Il faut obtenir des autorisations. Parce que l'autorisation, ça permet de, comme venait de dire madame tout à l'heure, de géomètre, tout ça, des études ont été déjà faites. Ça permet de savoir si le terrain est d'abord constructible. Ça permet de savoir si le type de maison qu'on veut faire respecte le plan de urbanisation. Ça permet de savoir si ce n'est pas du mimétisme. Parce qu'on parle, on ne va pas prendre une maison à Paris, aller reconstruire en Côte d'Ivoire, sûr que ça ne respecte pas les normes. Il faut tenir compte de tout ça et être à l'abri des risques de démolition. Il faut éviter, bien évidemment, de ne pas aller vers des équipes. Choisir une bonne équipe. Cette équipe, c'est quoi? C'est ceux qui sont dans la capacité technique de construire. C'est ce qu'on appelle des risques de performance. Il faut aussi aller avoir tout projet aller vers un architecte. Un architecte, c'est ce qu'on appelle le maître d'œuvre. Tant que tout ça, ce n'est pas défini, on peut construire, on peut confier le projet à n'importe qui, on ne peut pas le faire. Et par la suite, la diaspora représente bien évidemment un potentiel. Mais les banquiers ont la possibilité de structurer les financements de sorte que les projets qui sont construits permettent d'être financés par les acteurs et ça permet au promoteur de dominer son opération. Si un promoteur vient à la diaspora pour vous dire avancez-moi 10%, 20% pour construire, sans toutefois sécuriser le projet, bien évidemment, à un moment donné, on se retrouve à mettre de l'argent et ce n'est pas sécurisé. C'est de ça que je suis en train de parler. Il y a un compte séquestre, pour terminer, qui est mis en place. Ce compte séquestre, c'est quoi? C'est qu'il y a un projet immobilier, il y a un promoteur immobilier qui vient vous voir. Il met en place un compte séquestre, il n'a pas le droit d'utiliser l'argent qui est versé sur ce compte séquestre-là tant que le logement n'est pas fini. Et c'est la banque qui suit avec le promoteur pour savoir les états d'avancement. Il finance le projet. Une fois que le projet est terminé, le banquier qui a financé le projet récupère l'argent qui est le compte séquestre et ça garantit tout le monde. Merci, M. Sanga. Alors, je voudrais rappeler qu'il y aura bien un panel sur les experts, sur le financement. Donc, dans ce qui nous concerne là, si vous voulez, peut-être qu'il y a quand même eu la question de madame sur les modèles du copier-coller, sur l'accompagnement au Cameroun. Est-ce qu'il y a-t-il une question à laquelle on n'a pas répondu? Je vous laisse y aller le plus rapidement que vous pouvez pour que nous puissions aller. Voilà, juste pour un peu résumer en un seul mot ce que monsieur vient de dire. Avant de construire, faites une demande d'autorisation de construire. Tout simplement. Parce que pour avoir l'autorisation de construire dans n'importe quel pays, en fait, nos lois ne sont pas différentes des lois en Europe. Non, il faut juste passer par les bonnes étapes. Donc, faites une demande d'autorisation de construire. Ça va résumer tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, pour avoir une autorisation de construire, il faut avoir un plan fait par un architecte et cacheté par un cabinet d'architectes agréé. Il faut que le titre foncier ou le terrain, le document du terrain soit à votre nom. Il faut avoir un plan, il faut tout. Donc, beaucoup construisent sans faire de demande d'autorisation de construire. C'est tout ce que je voulais ajouter. Alors, madame, pardonnez-moi, juste pour préciser, parce qu'il y a bien deux cas de figure. Il y a le cas où on veut faire soi-même, et en réalité, ce que dit madame et monsieur a tout son sens, ou alors vous passez par des promoteurs qui sont là. Et même en fait, c'est là j'en viens.
Et les promoteurs, normalement, dans leur, il leur incombe de faire ces Bien démarches-là. sûr, bien sûr. À Tunga Lafia, quand vous nous confiez votre construction, c'est nous qui faisons toutes ces démarches-là. C'est inclus dans votre programme. Juste pour répondre à la question de la dame et un peu à répondre à monsieur, nous faisons des cités. Et quand on dit cité, la diaspora tout de suite a peur, ils ont peur de se retrouver dans les mêmes cités ici. Tunga Lafia fait des projets sur 1 hectare, 2 hectares. Là, actuellement, on a un projet sur 1 hectare qui comprend 22 maisons individuelles et un seul immeuble de 10 appartements et une salle de sport. On le pense bien pour que les gens sortent de la cité auquel ils sont habitués. Chaque maison individuelle a un terrain d'eau minimum 300 mètres carrés habitable. Donc, ils ont un jardin, de quoi faire une piscine. C'est soit une ville à 3 pièces, 4 pièces, donc ce qu'on appelle ici F3, F4 ou duplex. Donc, c'est des terrains, tout le monde a son jardin. Après, il y a des gens qui veulent juste un pied-à-terre, c'est-à-dire ils veulent passer juste 2 ou 3 jours. Donc, on fait des petits appartements, des petits immeubles qui ne dépassent pas 10 appartements avec une salle de sport pour qu'ils puissent avoir de quoi faire du sport et puis être à l'aise dans leur cité avec des terrains aménagés. Et il y a toujours un espace vert dans nos cités, que ce soit les cités d'1 hectare ou de 5 hectares. Après, allez-y sur Tunga Lafia, vous allez voir nos modèles de construction qu'on essaye vraiment de sortir. Et pour monsieur, il a demandé si on fait des modèles, on a parlé de système bancaire, si on veut aller au-delà, c'est-à-dire proposer des solutions de financement qui peuvent être autres que les systèmes auxquels on est habitué. Juste pour dire, madame parlait juste de logements trop chers. Nous, on fait des constructions, terrains et maisons construits, compris, on est dans les 33 000 euros, 39 000 euros avec le terrain au Mali. Donc, c'est bien possible de faire des logements moins chers. C'est-à-dire, on a l'avantage d'avoir plus de clients. Il y en a qui vont mettre la barre très haute. Nous, si eux, ils ont 10 clients, nous, on va avoir 50 clients. Donc, à la fin, ça revient à la même chose. Voilà. Tunga Lafia est un projet participatif et solidaire à la base. Je suis ingénieure informaticienne, je l'ai créé parce que la demande est là. Et beaucoup de mes compatriotes n'ont pas ma chance d'avoir un salaire qui leur permet d'avoir un pied-à-terre ici et un pied-à-terre au Mali. Donc, c'est ça l'objectif de même de Tunga Lafia. Madame, ce que monsieur a dit par rapport au groupe qu'ils ont. À la base, nous, on a créé un système participatif et solidaire où on regroupe nos clients en groupe de construction. C'est-à-dire, ils sont 12, 14, 15 personnes dans un même groupe. Et les fonds sont mutualisés pour construire les maisons une à une. Si ça peut répondre à votre question. On propose aussi cette solution de financement en plus du système bancaire, donc les clients ont le choix. Un client aussi qui a 50% ou 70% de son budget, l'entreprise Tunga Lafia complète, construit sa maison, lui remet les clés, il peut y habiter tout en continuant à payer l'autre partie restante sur une année, 18 mois, 2 ans, selon ses possibilités financières. On a plusieurs modèles de financement, que ce soit au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Un modèle donc avec Tunga Lafia en tant que promotrice, mais un modèle certainement que les promoteurs qui sont sur place peuvent aussi reproduire. Madame Semedo voulait répondre à la question de madame et je vous laisserai finir par une réponse aussi si vous me Moi, je voulais répondre à la question de madame Koulibaly, qui est notre décoratrice intérieure, je crois, parce qu'elle parlait de copier-coller, des HLM et tout. Un promoteur, pour moi, un bon promoteur va faire une étude de marché et va analyser ce que le client veut. Moi, en tant que promotrice, je pose des questions, je demande. Les gens qui habitent en HLM en France ne veulent pas acheter de l'HLM en Afrique. Donc, on ne peut pas faire du copier-coller si on connaît la clientèle. Donc, c'est pour ça que le choix du promoteur est très important. Est-ce que le promoteur propose des produits qui vont correspondre aux clients? Donc, pourquoi le nom copier-coller? Parce que quand on achète chez nous, on veut plus grand. On veut plus moderne, on veut des logements qui sont sur des bonnes localisations. Donc pour moi, un bon promoteur ne peut pas faire de l'HLM en Afrique parce qu'on ne construit pas pour le prix, on construit pour la diaspora. Et quand on achète chez nous, c'est un investissement, même si c'est pour du locatif, ça reste quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on a envie d'avoir quelque chose de propre, quelque chose de qualitatif, quelque chose de bien. Donc, le choix du promoteur est très important. Je ne construis pas avant de vendre parce que du coup, avant de vendre, je prends la demande des clients. J'étude mon marché et je fais des projets qui correspondent à la demande. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire du copier-coller si on est un bon promoteur.
Voilà, nous allons donc écouter Madame pour apporter une réponse à je ne sais quelle question. Moi, là, ce que je voudrais rajouter pour Madame Koulibaly, c'est que quand on veut investir ou construire en Afrique, le choix de la ville est déterminant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend une ville comme Dakar, pourquoi aujourd'hui on voit plus d'immeubles? Parce qu'il y a la raréfaction de la terre. Il n'y a plus d'espace constructible possible. Donc les gens sont obligés de faire des appartements pour pouvoir se loger. Maintenant, il faut être astucieux et stratégique. Il y a des nouvelles villes qui sont en train de se faire. Il y a les villes comme Diamniadio, comme Yeng. Moi, ma société se trouve justement à 1 heure de Dakar en bord de mer. Et c'est des villes où on peut avoir beaucoup de surface, avoir des maisons vraiment bien aérées. Nous, justement, pour répondre à ce besoin de retourner aux matériaux africains, nous sommes en train de construire avec de l'argile. Nous faisons aujourd'hui des constructions en BTC, qui est de la brique de terre compressée, qui sont des constructions vraiment écologiques et adaptées à nos conditions climatiques. Quand il fait chaud à l'intérieur, on est bien. Ça évite de mettre de la climatisation ou de réduire des frais. Tout à l'heure, si vous venez, je vais vous présenter des modèles sur 1 hectare de résidence écologique que nous sommes en train de faire au Sénégal. Et ce n'est pas à des prix très chers par rapport à la question de monsieur. Nous, à partir de 40 000 €, vous pouvez avoir une maison convenable avec des matériaux vraiment écologiques. Voilà. Voilà pour les réponses donc aux quelques questions qui ont été posées. Je voudrais remercier les panélistes et avant cela quand même rappeler que nous avons avec nous le keynote speaker, peut-être un mot, René Moudziga, puisque au-delà de tout ce qui aura été fait ici, je voudrais vous rediriger d'ores et déjà vers les masterclass parce que voilà, nous sommes venus apprendre, disait quelqu'un, donc on va aller à l'école et la prochaine masterclass donc en salle, c'est la salle 1 sur la thématique saisir des opportunités immobilières à fort potentiel au Cameroun. Donc, je vous y invite à vous diriger vers cette salle 1 après que René ait fini de nous donner son apport sur ce qui a été fait à l'instant. Alors, tout d'abord, je voudrais reprendre l'expression très camerounaise. Le moins cher est cher. C'est ça. Donc, faites appel au professionnel. Je crois qu'il est très important de faire appel au professionnel parce que ce qui détermine le prix, c'est plusieurs choses. Madame, tout à l'heure, vous disiez que les maisons sont très chères. Mais ce qui fait le prix d'une maison, c'est le terrain et l'emplacement. Si je prends le cas, par exemple, du Cameroun, vous ne construisez pas au même prix, le terrain ne vaut pas le même prix si vous êtes à Bolingor ou si vous êtes, par exemple, à quoi. Donc, ce qui va faire le prix, c'est ça. Vous ne pouvez pas avoir une maison à un prix intéressant quand vous êtes dans les quartiers résidentiels. Donc, il faut tenir compte de ça. Ensuite, Madame, vous disiez tout à l'heure la rarification du foncier. C'est vrai qu'aujourd'hui, en centre-ville, il y a de moins en moins de foncier. Donc, quand vous voulez habiter en centre-ville, vous allez vous retrouver sur des immeubles en hauteur. Donc, ce qu'on appelle ici des résidences, des immeubles de ce type-là. Si vous voulez une maison, vous êtes obligé d'aller un peu plus loin. Mais quand vous allez plus loin, vous avez un autre problème qui se pose, c'est en fonction de l'endroit où vous travaillez. Et puis les infrastructures. Comment on fait pour aller travailler quand on est à 40 km ou à 30 km de son lieu de travail si on habite là-bas? Donc en fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est repenser l'urbanisme, c'est repenser la construction. Mais le prix de la construction, c'est de retenir quelque chose, un truc, c'est que c'est le terrain et, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est les matériaux utilisés. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'utiliser des matériaux qui viennent d'étrangers. On a sur place des matériaux écologiques en plus qui sont très bien et qui nous permettent de faire des maisons à des prix tout à fait abordables. Donc, pour terminer, je vous dirais juste ce qui se dit depuis le départ, ce que j'ai dit, ce que la plupart des panélistes ont dit, et ce que vous savez. Le moins cher est cher, ça veut dire que vous faites appel à des professionnels. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà, le moins cher est très, très cher. Nous terminons donc ce panel avec la possibilité pour vous, au-delà, à la sortie de cette salle, de pouvoir bien sûr vous rapprocher des panélistes les uns des autres pour pouvoir aller en profondeur dans les questions peut-être auxquelles réponse n'aura pas été apportée de manière collégiale. Je vous encourage donc à aller dans la salle 1 pour la masterclass dont je précise l'intitulé « Saisir des opportunités immobilières à fort potentiel au Cap-Vert ». J'avais dit au Cameroun,
au Cap-Vert. Madame Semedo, ça change tout. Madame Semedo sera présente sur comment investir sereinement dans l'immobilier depuis la France. Je vous invite donc à y aller. Et puis, n'oubliez pas qu'à l'extérieur, il y a donc des stands. Vous pouvez aller vous rapprocher des stands. Il y a Madame Sall, hein, pardon, qui sera là, qui pourra vous donner beaucoup plus d'informations et les autres stands aussi. On annoncera au fur et à mesure. Madame précise, elle a raison, que demain, elle donnera une masterclass à 15h30, surtout à la FIA, ce qu'ils font. Donc, voilà pour le programme qui suit. Merci de continuer dans les dispositions avec lesquelles nous avons commencé, la rigueur, l'ordre et la manière formelle de faire désormais. Il y a 2 panélistes qui ne font pas comme on fait à l'école, mais ça n'est pas grave, c'est des adultes. Merci beaucoup, M. Sangaré. Merci, Mme Sibo. Merci, M. Tchangou. Merci, Mme Semigo. Merci, Mme Sall. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous dans la masterclass. Merci. Merci beaucoup à tous.